Et c'est parti. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ganakel. Salut. Bonsoir Ganakel. Ah, ça se dit comme ça, ouais. Eh bah ouais. Merci à tous et à toutes d'être venus à propos de cette soirée sur les NFT. Alors on va essayer que ce soit et que ça reste informatif. Courtois, pardon. J'allais dire, la soirée, on peut la faire en 2 minutes en vrai. Hein. Bonjour, les NFT, c'est du caca. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci d'être venus. Parfait, merci Olive. Alors, pour expliquer un petit peu le but de la soirée, il faut vraiment que ça reste informatif et éviter effectivement les conflits et compagnie, parce que ça divise énormément les artistes. Je vais juste expliquer d'où est venu le thème de la soirée, à savoir en l'occurrence Mao. Hein, j'ai fait quoi moi? Tout est ta faute. Qui nous a informé de ce truc-là, parce que je n'avais pas forcément effectivement trop suivi. Je me suis fortement intéressé au sujet, et ce depuis environ 2 semaines et demie, je crois, c'est ça, Mao? Ouais, c'est ça, c'est une quinzaine de jours. Bah, en fait, ouais, c'est un peu après quand ADP, le Art Department Podcast, en a parlé et un peu fait 2 vidéos coup sur coup dessus. Ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah oula, attends, là, on est en train d'avoir un sujet. Et puis, bah, effectivement, ça s'est un peu enflammé pendant 15 jours. Je m'attendais pas à un truc qui prenne autant de proportions rapidos. Donc voilà, c'était le moment et l'idée, quoi. Tout à fait. Et du coup, en fait, depuis, je vais beaucoup dire du coup, hein, ce soir, vous inquiétez pas, c'est normal. Les NFT, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et patati patata. Je remercie beaucoup tous les gens, toutes les personnes, elles sont nombreuses à avoir contribué à ce sujet-là en fournissant des liens. Qui soient français ou anglais, américains. J'ai vraiment passé 2 semaines à m'intéresser au sujet parce que je pense qu'il était intéressant, et c'est vite parti en couille sur les réseaux sociaux notamment. On va tous être... En même temps, t'es pas réputé pour être très pas partant en couille. Hein. Les réseaux sociaux, c'est quand même pas le lieu pour avoir des trucs posés en règle générale. On est d'accord, mais c'est parti très très vite, très vite, très très loin. Et franchement, enfin moi, j'ai été le premier surpris. Je pensais pas que ça allait prendre des proportions aussi importantes et aussi parfois dramatiques. Et c'est aussi pour ça qu'on fait la soirée, c'est pour essayer d'informer les gens, parce que le problème de ce genre de d'initiative, c'est que les gens suivent sans forcément être informés, et il y a beaucoup de désinformation, à savoir il y a Beeple qui a fait 6 millions d'euros sur son truc, il y a tel et tel artiste qui suivent en l'occurrence le plus populaire apparemment c'est Foundation, qui font de leur art numérique une ressource potentielle d'argent, chose que la communauté des artistes ne dispose pas en général. Et il y a vu en général une manne financière, un moyen de subsistance par rapport à quelque chose qui, comment dire, l'art numérique est vraiment sous-coté. Sous-coté, et ça apparaît d'après les... Pardon. Je me mords la langue parce que je suis enregistré. Ça apparaît... tu peux dire les choses, il n'y a pas de souci. Au contraire. On verra après. Mais voilà, ça apparaît comme une manne financière pour certains, pour des gens qui n'ont pas forcément d'argent. Par contre, ça apparaît comme un moyen de subsistance, ce qu'il n'est pas. Donc durant 2 semaines environ, on s'est beaucoup informé, on a beaucoup gratté en fait au-delà de la surface. On a fait beaucoup de mèmes aussi. Ah pardon, ça c'est pas... Beaucoup de mèmes, mais je vais quand même avertir que on était parti sans a priori sur le sujet. J'ai même recréé un compte pour pouvoir en acheter à la base et en vendre, alors c'est pour dire. Hein. Ouais, enfin moi pareil, quand j'ai popé le truc, j'ai commencé à m'y intéresser entre guillemets par intérêt, en me disant tiens, il y a peut-être effectivement un truc, et puis en fait non, quand tu te renseignes, voilà. Fais pas un billet avec ça. Voilà, en grattant. On parle des billets, mais c'est même pire que ça, quoi. Juste comme ça, là, je serais tenté de demander à ceux qui sont là hors nous, qui nous sommes déjà croisés, même Patrice qui débute, hein, du coup, qui sait peut-être pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que quand vous parlez de NFT, quand on parle de NFT, ceux qui nous ont rejoints là, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en sauriez? Qu'est-ce que vous en avez entendu? Enfin, comment vous voyez le truc? En préambule, ça me paraît pas mal. Tout à fait.
Que ce soit en vocal ou en écrit, allez-y. Hein. Oui, non, n'hésitez pas. C'est Ben obscur. moi, de ce Vas-y, que j'ai compris, c'était l'authentification de l'œuvre, mais que d'autres pouvaient utiliser. Enfin, grossièrement, de ce que j'ai entendu, quoi. Mhm. Mais j'ai pas tout compris, donc... Ça a l'air d'être méga complexe, rien Comme qu'avec beaucoup. les Bah, histoires de ça- blockchain, etc. Déjà, c'est pas évident, mais. Bah, plus on fait complexe et plus on peut cacher ce qu'est la réalité de la chose, c'est ça qui Ouais. est bien. Donc il n'y a aucune Par contre, authenticité pour commencer. Hein. Ouais. Ouais, Par contre, ça a soulevé un truc qui était quand même assez intéressant, c'est que, enfin, c'est le concept en lui-même que une œuvre numérique puisse avoir on va dire un truc authentique qui élève, on va dire, Ouais, sauf que l'art c'est pas le numérique cas. au niveau En fait, c'est pas de l'art, l'histoire de l'art, quoi. Alors l'art Mais- numérique, il est déjà à Pompidou depuis des années, quoi. Par Ouais. exemple, il y a des Bien œuvres sûr. numériques, il y a Viola comme artiste qui fait des œuvres et qui sont reconnues depuis un moment. C'est juste que ça tombe sur des concepts artistes qui sont la bonne cible, là. Mais et l'authenticité dessus, elle existe quand on crée une œuvre unique. Ok. Mais D'accord. créer l'authenticité quand on fait pas de l'authentique, c'est un peu gênant. Ouais. Dire que c'est authentique. En fait, c'est juste Mais en- que la plupart des gens ont pensé que ça allait permettre de faire ça sans se renseigner sur la technologie derrière. Alors au Il y a- départ, il y a- ça le fait. De quoi? Je veux dire, un contrat tel qu'il existe, en fait, l'Ether a été créé pour faire des contrats et justement pour remplacer, par exemple, les pauvres contrats de notaires, papier, etc., et qui pourraient avoir une trace exacte dans la blockchain, mais seulement si t'as pas d'encadrement légal, t'en as rien à foutre d'avoir un jeton, C'est c'est ça. la zéro C'est-à-dire légalité. que ça vaut rien en fait. Donc Voilà. on nous dit, voilà, ça protège votre œuvre, sauf que demain, s'il y a procès, ça protège rien du tout. Le juge, il va dire, je sais pas ce que c'est. Il y a Alors, surtout rien qui peut prouver que tu l'es. on va pas aller trop vite, on va juste définir déjà pour l'instant qu'est-ce que c'est un token. Et un token, en fait, on va traduire simplement, on va l'expliquer un petit peu plus tard, mais c'est un jeton. Et c'est un jeton qui vaut, Le prix qu'on veut lui donner. qu'on veut lui donner et qui est entre guillemets traduisible. Je vais faire beaucoup d'approximations parce que c'est pas facile à l'oral. C'était beaucoup Ouais, plus ouais. facile à l'écrit pour moi. Et en gros, un token, quand on va parler de token, c'est un jeton. Et c'est un jeton Ether. Ether, Ouais, Ethereum, c'est. Alors, non, Ça justement. peut être n'importe quoi, en fait. Juste laisse-moi finir. Oui, je vais faire beaucoup d'approximations, je vais essayer d'aller vite. C'est pour essayer d'expliquer, quand on parle de token, c'est un jeton. C'est la traduction. Et Ether, quand on va parler d'Ether, c'est Ethereum. Ethereum, c'est la crypto-monnaie liée essentiellement au jeton. Voilà, c'est plutôt comme ça. En fait, le jeton n'est pas de l'Ether. Le jeton, c'est juste le nom qu'on va donner, en gros, à l'objet finalisé, le contrat de NFT. Mais la monnaie qu'on va utiliser pour payer, elle va être de l'Ether, qui se traduit elle-même en argent, en dollars ou en euros ou autre. Voilà. Alors, ouais. Pour simplifier. Ouais, les jetons, c'est un truc qui s'appelle les ERC20. Alors, ça rentrait dans le plus, encore plus chiant que tout le reste. Et, je pense C'est que énorme. la façon... Non, mais le truc encore plus facile pour traduire tout ça, il faut imaginer que c'est un contrat, quoi. Enfin, tu Ouais. vois, si tu traduis jeton par contrat, déjà, ça reste... Enfin, t'imagines un contrat papier, et ce jeton, c'est un contrat, quoi, en fait, dans lequel il y a ton nom, prénom, ce que t'as acheté, quoi, on va dire. Tu vois, si tu le résumes comme ça... Je pense que tu as une vue d'esprit qui est un peu plus. Ce contrat, au lieu de l'acheter en euros, en francs, tu peux l'acheter dans une monnaie quelconque crypto venue de l'espace, quoi. Mhm. Quelle qu'elle soit, quoi. Juste avant de commencer vraiment à aller dans le dur du sujet, première chose, il y a un salon vocal spécial soirée NFT pour éviter de polluer en fait les autres chans et que la discussion écrite se retrouve là-dedans. Et ensuite, j'ai créé un fichier PDF à télécharger qui s'appelle NFT. Je l'ai fait en version française et en version anglaise. Vous pouvez le télécharger, le lire et ensuite, quand vous aurez compris, le partager éventuellement. Et du coup, je l'ai épinglé dans ce salon-là. Très bien, beau boulot. Je le redis. Vous êtes bien urbain, monsieur Ganakel. Donc n'hésitez pas à communiquer, que ce soit en vocal ou écrit pour ceux qui n'ont pas de micro, parce que forcément on va parler. Merci. On va parler un petit peu entre nous et de choses un petit peu complexes, donc n'hésitez pas à nous couper si vous comprenez pas quelque chose. C'est vraiment une soirée qui se veut informative. Ouais. Faut pas me dire ça, hein, je vais te couper la parole toutes les 2 minutes. Hein. Et si c'est pas moi, je crois que c'est pas toi.
Mais au Ah, je contraire, suis énervé en ce moment, faire gaffe. Mais je sais, c'est pour ça, je sais que c'est un taquet. sujet qui te chatouille, alors... Et c'est pas souvent. Hein. Non, donc c'est ouais, clair. le PDF, une fois que vous l'aurez assimilé, parce que je Faut peux, le manger? ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est 2 semaines de travail sur le sujet, d'intérêt sur le sujet, mais alors il se veut pas forcément d'une qualité énorme journalistique, super sourcé, etc. C'est le mieux que je puisse faire en 2 semaines, mais voilà, ça reste une base et je peux m'être trompé forcément. Et il y a une parti pris, on va dire, dans le sens où je suis un peu biaisé, je suis contre, clairement, hein, je vais le dire, contre les crypto-monnaies. Donc, et comme c'est lié à ce sujet-là, fortement même, je peux être biaisé. Donc, le prenez pas de but en blanc comme ça, comme une source fiable, c'est génial, etc. Faites preuve d'esprit critique et justement apporter des contradictions éventuellement. Par chance, t'es un contradicteur parce que je suis pro-crypto-monnaie, Oui, je sais, mais mais contre les NFT, donc comme ça on a deux pourquoi, points de vue. pourquoi faire? Ouais, pourquoi pas, mais voilà. Après, ça reste philosophique et Ouais. c'est Ce n'est pas le ne débat de ce ce que soir. ce que je veux résumer là, c'est ne prenez pas ce document parce qu'il est fait essentiellement par moi, mais avec des liens de plein de gens, comme une source fiable, critiquez-la et faites preuve d'esprit critique à ce niveau-là. Voilà. Good. Éventuellement, on ira, si tu veux compléter le document, pourquoi pas, absolument. Je prends. On est parti? Carrément. Yes. Du coup, j'ai partagé mon écran avec ce PDF-là, donc soirée Discord sur l'ascension des artistes sur les NFT. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Et là, j'ai mis la source Wikipédia, mais là-dessus, je te laisse parler, mon cher Olivier, parce que je pense que tu es plus calé sur le sujet. Ah, je dis pas que la science infuse non plus, hein. Mais en gros, pour faire simple, la blockchain, c'est un protocole, on va dire, informatique, une technologie, qui va permettre de pouvoir enregistrer des informations Salut Nico. qui seront lisibles par tous. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller lire ça. L'équivalent, c'est ce qu'ils ont tendance à utiliser comme métaphore, c'est que la blockchain, c'est un énorme livre que tout le monde peut lire, où on peut noter des choses dedans, mais on peut y écrire, mais on peut pas effacer ce qui est déjà écrit, pour faire simple. Et il peut y avoir des livres différents. Voilà, par contre, il y a plusieurs livres. Il y a le Bitcoin qui est un livre, il y a l'Ethereum qui est un livre, il y a le Tezos qui est un livre. Enfin, il y a plein de livres. Chaque blockchain est un propre livre. Mais par contre, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas être modifié. Et on peut créer sa propre blockchain, son propre livre. Tout à fait. Voilà pour la petite simplification. Fort bien. Ça va pour tout le monde. Si n'hésitez pas à nous couper, nous poser des questions si on va trop vite. J'ai juste remis la définition Wikipédia sur le sujet. Voilà. Et donc, du coup, dans la blockchain, quand on va avoir une blockchain, ça va permettre justement de développer ces fameux tokens, ces fameux contrats dont parlait tout à l'heure Patrice, et dont vont découler les tokens. Donc, vont découler les NFT. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va écrire quelque chose dans la blockchain, ça va ouvrir un contrat qui va donc donner droit à un token. Pour faire simple. Le contrat, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas toujours un contrat. Ouais. Ça peut être juste une crypto-monnaie, par exemple, pour Bitcoin, parce que c'est dédié justement pour faire de l'argent. C'était pour remplacer les banques à la base. Ether, lui, c'est plutôt pour faire des contrats. Après, il y en a d'autres où c'est fait pour faire des transactions rapides. Des transactions. Il y en a c'était pour juste discuter entre entreprises. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà. Et la différence entre les NFT, donc les jetons non fongibles, en traduction littérale, avec les blockchains type Bitcoin et compagnie. Alors, en gros, sur Ethereum, quand on va avoir un smart contract, enfin donc les fameux contrats qui vont se faire et qu'on va avoir un token, les tokens, un Ethereum va pouvoir être divisé en plein de petits morceaux. C'est ça en fait qui fait que ça va aussi avoir un coût qui peut parfois être important. C'est-à-dire qu'un Bitcoin, ça peut être divisé en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, enfin une infinité de petits morceaux, jusqu'à donner un Bitcoin. Par contre, les NFT, ça va faire des tokens qui sont, d'où le nom, non fongibles, qui sont indivisibles. C'est-à-dire que quand on va dire qu'il y a tel contrat, il ne peut pas bouger. Il reste un contrat unique qu'on ne peut pas diviser entre plusieurs personnes. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué.
C'est très bien, très bien. Pour, C'est bien, pour- pour moi, si, l'essentiel c'est que les gens. C'est pour ça que je regardais à la caméra si j'avais été assez clair ou si j'avais été un peu. Il y a Amé Palacroix qui demande donc si tu crées un truc, contrat, Ouais. point d'interrogation, dans la blockchain pour créer un. Attends. Donc tu crées un truc dans la C'est ça. blockchain En pour gros- créer un token. En gros, quand tu vas, par exemple, pour le cas de la NFT, quand tu veux créer un NFT, tu vas écrire sur Ethereum que tu as. Attends, je vais prendre un exemple. Parce que Un exemple concret, ouais. Imaginons que ça, je sais pas si vous voyez tous ma caméra, Magnifique. que ça, c'est une œuvre d'art, c'est un montage Photoshop, c'est une illustration 3D ou ce qu'on veut. En gros, ce que je vais dire, c'est que les caractéristiques de ça, le fait que ça soit noir, que ça soit un adaptateur pour carte SD, et que ça appartienne à la marque, j'en sais rien, Samsung par exemple, ça c'est tout ce que je vais noter dans le contrat, et je vais dire, voilà, ça je veux le noter sur la blockchain Ethereum. Et en fait, le fait de noter ça, en retour, Ethereum va me donner un token, donc ce fameux contrat, il va me dire, bah voilà, tu as bien noté que tu as en ta possession, enfin, ça c'est dans la logique, hein, dans ta possession, un adaptateur noir de la marque Samsung. Et donc, du coup, il te renvoie ce token. C'est Dans le cas l'équivalent des d'un ticket de NFT, caisse, hein. de quoi? C'est un peu, pour simplifier à l'extrême, je dirais c'est un ticket de caisse, quoi. Voilà, ça. Il te rend le ticket de caisse en disant voilà, tu as ça. Mais c'est pas parce que tu as le ticket de caisse que l'objet est à toi. Tu as juste un ticket de caisse. Faut pas déconner. Voilà. Ah non. Et le truc, c'est que les artistes, pour simplifier du coup le reste de la soirée, hein, je le fais. Mhm. Le truc, c'est que les gens ont sauté sur l'occasion en disant ah, mais du coup, si c'est marqué que le ticket de caisse est à moi, bah ça veut dire que l'œuvre est à moi. Ben non, en fait, quand tu as un ticket de caisse, c'est pas l'œuvre qui est à toi, c'est le ticket de caisse. Ouais, et encore parce que, ouais, si, c'est la chose. Ouais. Je Mais ça, c'est pourtant, ça paraît clair, mais simplifie pour les gens. beaucoup là. Hein. Ouais, parce que en fait, t'achètes. Non, c'est comme ton ticket de caisse dit que t'as acheté quelque chose, mais t'as pas la propriété du truc, quoi. Oui, voilà. Bah, en fait, c'est comme si tu. Et plus grave, hein, c'est que ton ticket de caisse, quel que soit le pays, il a une valeur légale. Hein. Or là, il a aucune valeur légale. Le parallèle, pour moi, c'est pas le ticket de caisse de ce que peut être un NFT, de trucs qu'on voit. Vous avez déjà vu les mecs qui achètent des contrats qui disent il y a tel % de la lune qui vous appartient. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et bah, c'est exactement ça. J'en parle un En petit gros, peu plus tard. Vous avez acheté un morceau de la lune. Cool. Ou alors, c'est acheter du futur, mais ça, c'est plus compliqué, quoi. Des contrats futurs ou des contrats. Voilà. Je veux juste dire que c'est énorme parce que effectivement, quand j'ai pas montré le document que à certains. Je l'ai pas vu moi perso. Non, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu ne l'as pas lu. Je le livre que ce soir, tu ne l'as pas lu, et on se retrouve sur les mêmes analogies. Ah oui. Nera qui demande, Ouais. ça veut dire que ton ticket de caisse ne prouve pas que tu es le créateur? Bah non. Non, C'est ça. il n'y a aucune D'ailleurs, valeur c'est pour ça légale. qu'il y en a qui vendent des trucs qui ne sont pas à toi. Ouais, puis va les attaquer, bonne chance. En fait, il n'y a pas de droit d'auteur, parce qu'en fait, Il y a c'est pas comme de si. droit d'auteur. C'est comme quand t'achètes un bout de steak, t'es pas l'auteur de la vache. Ouais. T'as juste le ticket de caisse qui dit que t'as acheté un bout de vache. Voilà. L'analogie. Voilà, elle est parfaite. Parfaite. Surtout, ouais, si tu résumes en disant qu'il n'y a aucune juridiction autour, ça simplifie la chose. C'est-à-dire que les gens qui croient qu'il y a quelque chose, il n'y a rien d'écrit dans un quelconque texte de loi d'un quelconque pays là-dessus. Donc le reste, c'est que de la bonne foi. Or, ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Un truc, Surtout quand on parle de pognon. Imagine, tu vas acheter une voiture et on te vend un contrat, et après, tu dis OK, tu reviens la chercher 10 jours après, on te dit ah ben non, monsieur, c'est le contrat que vous avez acheté, mais pas la voiture. Et tu vas voir un tribunal, on te dit ah bah ouais, mais votre contrat, je suis désolé, il vaut rien. Ça, c'est exactement ça. Tu n'iras jamais voir un tribunal parce que il y a rien légalement qui peut appuyer cette transaction. Rien, zéro. Donc c'est facile d'en profiter, quoi. Je suis désolé. Non, au contraire, vas-y. J'ai jeté un froid terrible. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important parce qu'il y a vraiment. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait tiquer assez rapidement, c'est cette espèce d'incompréhension là-dessus, où il y a une espèce d'envolée sur justement l'espèce de protection dans un premier temps. C'est après, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés tout de suite derrière, mais le premier argument qui est sorti, c'était vraiment ça, surtout, c'était non, mais ça me permet de certifier que je suis bien l'auteur, etc. Et ça, je trouve ça quand même super dangereux dans l'absolu. C'est super dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent cet argument. J'ai vu sur DPS, sur des choses qu'on m'a partagées, une vidéo en particulier qui est même française, hein, où il parle justement de ah bah non, c'est certifié, c'est bon, c'est nickel. Non, strictement non. Quand on gratte un petit peu, quand on recherche que ce soit les clauses, je vais prendre qu'un site, hein, mais Foundation, elles sont clairement explicites, c'est que ça ne vous appartient pas. Enfin, ce que vous avez, c'est le jeton.
mais pas l'œuvre. Ouais, Il y a- j'ai copié. Et j'ai Vous connaissez, pardon. vas-y. Non, j'allais parler de... Parce que là-dessus, il y a toute une complexité. Vous connaissez la loi de Brandolini, autrement appelée la loi bullshit. Oui, Voilà. absolument. Qui est celle-ci. Pardon. C'est la loi de la bullshit asymétrie, c'est exactement celle-là, c'est-à-dire que tu dois dépenser 140 000 fois plus d'énergie pour expliquer une connerie que la faire. Et donc, avec les NFT, c'est exactement ça, parce que ça rentre dans le mythe, etc. C'est écrit noir sur blanc le truc, tout le monde peut le lire et s'en rendre compte, mais non, il y a un mythe qui vit et des gens qui entretiennent des choses et qui croient dur comme fer, et arriver à démonter le principe même avec des choses aussi simples que ce qui est dit ce soir, qui est complètement indéniable, le coût du contrat et de la loi entourée autour, ça continue. Et tu dépenses une énergie sans fin sur les réseaux sociaux, et au bout d'un moment, tu tournes en boucle parce que tu as utilisé toutes les images possibles, C'est ça. et donc ça sert plus à rien. Donc voilà. La loi de Brandolini, c'est Voilà. alors Je ne sais pas celle-là. si C'est, c'est enfin c'est alors excuse-moi Patrick. Non, mais je la copie-colle en référence et tout dans le lien, pardon. Ouais, parfait. La loi de Brandolini, par exemple, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est platiste, donc qui croit que la Terre est plate, vous allez dépenser largement plus d'énergie, alors pas 140 000 fois, Voilà, ça c'était moi. C'est mais, côté sud. mais vous allez dépenser énormément plus d'énergie à démonter ce qu'il a dit, qui ne repose sur rien, par rapport à la personne que vous avez en face, c'est-à-dire le platiste. Même pas besoin d'aller même plus loin, là, on parle plutôt que le platiste. C'est pas compliqué. Regardez les gens qui sont à fond sur l'hydroxychloroquine. C'est le même débat. Il y en a un qui a dit que l'hydroxychloroquine était bien et comme il avait un petit peu d'appui, tout le monde a foncé dessus. Les études maintenant prouvent que c'est pas vrai, mais on continue à dire que c'est vrai parce qu'une personne l'a dit. Même principe. Donc en fait, ça veut dire que je peux acheter du NFT, c'est ça? En vrai, tu peux l'acheter si t'as pas d'âme. Alors, il y a du coup, Non, c'est pas vrai parce qu'il y a un intérêt spéculatif. Oui, C'est ça, non, non, mais ça, c'est non, quand mais t'as ça, la mais place, c'est carré. tu peux l'acheter si t'as pas d'âme, dans le sens où si après t'arrives à te regarder dans une glace en te disant ouais j'ai niqué des gens quoi. on va C'est ça, ouais, venir c'est- à la pyramide, Mehdi. Il y a Darkness qui dit mais si ça sert pas à certifier quoi que ce soit, c'est quoi le but au final du NFT alors? On va y la venir. spéculation. Alors, répondez pas, on va y venir un petit peu Pardon. plus tard. J'ai rien dit. Et en gros, quelqu'un va se faire de la thune sur le dos du créateur, si je comprends bien. Absolument. Non. Et c'est Bah, ce Des que fois je... le créateur fait de la pub sur son propre dos, hein. Il y en a aussi, Oui, hein. ou La sur, plupart. ou sur son propre dos. Mais c'est ce que je dis dans le PDF juste après. Là où résident les problèmes, je lis littéralement hein, mon PDF. Là où résident les problèmes, c'est que celui qui dépose le token, donc le jeton, peut très bien ne pas en être l'auteur. C'est-à-dire que moi, Albin, j'ai fait une image. Mao, lui, il croppe l'image. Comment merde ça en français Non, mais il crop, c'est bon, on comprend, je pense. Il recadre. Merci, il recadre l'image. Cappuccino, c'est pour ça que je dis faut qu'on parle. Cappuccino, si elle est là ce soir, je sais pas. Comment dire, elle tourne légèrement l'image, et ben elle recrée un token, un jeton qu'elle peut absolument remettre en vente en tant que NFT. Et Olivier derrière, et ben il fout un putain de filtre à la con. Et ben Je vais même pas me faire chier, je vais juste changer un pixel de côté, hein. Ça Je vais faire une symétrie horizontale. Ça redevient, oui, parfaitement, mais n'importe quelle déformation ou quoi que ce soit de l'image originale devient un nouveau token, devient un nouveau jeton, devient un nouveau NFT. Ouais, donc il n'y a absolument pas aucune protection sur n'importe quelle image ou n'importe quel support numérique. Ça peut très bien être effectivement une image, une vidéo, une musique, un PDF, n'importe quoi. PDF, non. Pas encore. Ça pourrait sous forme d'un lien, hein, tu sais, ça pourrait être. Oui, c'est vrai. Tu veux, tu pourrais faire un peu, tu sais. Et puis il y a des mecs qui en font des tweets, enfin, tu veux dire, ça peut être un lien. Bien sûr. Absolument, Amé. L'image originale copiée, ça peut très bien devenir un nouveau token, absolument. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de certitude. Et de toute façon, un artiste peut. Si je prends un abruti comme Boss Logic, citons-le, c'est ça que je peux dire. Lui, c'est un abruti, un vrai. Donc, un vrai, un pur, un dur. Un vrai, un pur, un dur. Boss Logic, il profite de sa notoriété, qui était déjà assis sur rien, se permet de faire du NFT sur du copyright. Je vais vous copier le lien parce que c'est tellement beau. Moi, j'adore ça.
qui permet de faire ce genre de choses, hein, c'est-à-dire de faire une collection de NFT. Oh pardon, c'est même pas la bonne, parce que ce qui est encore plus intéressant, oubliez ce premier lien, c'est le deuxième. C'est de revendre 150 fois la même image qui est déjà elle-même copyrightée de Spider-Man qui fait partie du film, dans l'autre sens. Et de dire... Et de s'en approprier le truc et de dire qu'il est auteur, et voilà. Ouais, mais c'est que $800, c'est pas grave. Hein. Non, 2 millions, il y en a une, hein. Non, je parle du premier lien. Ah oui. Bon, ben, tu cliques sur le deuxième lien, c'est mieux parce que tu vois le nombre en plus de copies. Donc, détournement de propriété intellectuelle, c'est pas à lui, hein, Spider-Man. Il a juste renversé le truc de Spider-Man Into the Spider-Verse dans l'autre sens. Il en a fait des NFT, il a démultiplié par X fois pour faire le plus de thunes possible au moment où c'était plus haut. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut vendre son âme. Ouais. Non, ben, lui, il est con, par contre. Mais lui, il l'avait déjà vendu, ça compte pas. Ouais, mais là, il est fini aussi. Enfin, je veux dire. J'aimerais pas me frotter à Disney ou Marvel ou DC le jour où ils vont. Ah, puis il rigole pas trop en plus avec ça, si je me souviens bien. Il va s'amuser pour retrouver un travail après. Et puis, bon, bref. S'il faut un pressé, il va le perdre vite son argent. Mais voilà. Juste pour donner un exemple de conneries de protection, là. Quel est l'intérêt d'avoir le NFT 7 sur 69 ou 18 sur 69 ou 17 sur 69? Enfin bon. À part de la spéculation, il n'y en a pas. C'est ça, on est que sur du spéculatif. Ouais. Voilà. Il faut différencier l'art du spéculatif, comme je le dis un petit peu plus tard. Je reviendrai là-dessus après, parce qu'il y a des infos un peu croustillantes aussi sur le spéculatif. Je l'avais pas vu celui-là, je suis deck, quoi. Je suis passé à côté de cette info. Peut-être qu'il y a moyen, je sais pas, non, tu vois, c'est peut-être dans l'ordre de parler aussi de comment tu le fais ton token, parce que c'est pas gratuit non plus. Ah oui, parce qu'en plus, faire un token, c'est pas gratuit. Hein. Voilà, alors, les gaspilles en ce moment, on s'est posé, on s'est auto-posé des questions. Comme moi. On s'est auto-posé des questions, pardon, j'essaie un peu de diriger la soirée, même si ça c'est pas évident. Je me suis auto-posé des questions pour essayer d'y répondre, et qui achète? J'ai répondu très simplement, mais des collectionneurs, des gens qui pensent que votre art vaut le coup, ou simplement parce qu'ils pensent pouvoir le revendre en faisant une plus-value dessus. Tu as oublié quelque chose aussi. Des pigeons, comme les gens qui achètent chez Apple. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Alors, non, mais aussi du money laundering, du blanchiment. Oui, il y en a aussi. Il manque aussi cette partie. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et que parler de collectionneur. Oui, je pense qu'en vrai, c'est la minorité. À part un idiot, un collectionneur a quand même plus de chances de mettre une telle somme d'argent sur un tableau et de miser que dans 5 ou 6 ans, ça vaille plus que ça. Quoi. Après, le problème de l'argent, c'est que ce que j'expliquais la dernière fois, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens et qu'on en parle, c'est qu'il y a des mecs qui ont acheté de l'Ethereum il y a quelques années, genre ils en ont acheté 50 pour 10 balles, et ils ont pas le retour aujourd'hui de se dire qu'un Ethereum, c'est 2000 balles. Quoi. Ouais. Donc du coup, ils dépensent ça comme des M&M's, alors que derrière, c'est des sommes monstres. Oui, il y a de ça aussi. Faites comme moi, achetez de l'Ethereum et attendez que ces pigeons continuent à acheter. Pariez sur les parieurs. Il y a Nera qui dit, mais je comprends pas comment dans ces conditions, il peut y avoir des gens qui achètent. Alors déjà, il faut se dire que les premières personnes qui en ont parlé, et de celles dont qui on parle le plus en ce moment sur les NFT, bon, il y a Beeple, mais lui, ça fait longtemps qu'il est sur la blockchain. L'autre gros coup qu'on parle récemment, c'est Grim. Grim, c'est la femme de Elon Musk. Elon Musk qui a commencé à parler des cryptos et à parler Bitcoin il y a 2 mois sur Twitter pour faire monter les prix, et qui vient lui-même de vendre un NFT d'un morceau de musique qu'il a fait ce matin à des millions d'euros. Ouais, mais il a refusé. Le mec qui achète en face, c'est le mec d'Oracle. C'est juste. Oui, mais il a refusé, mais ça n'empêche pas que voilà, il y a déjà un biais qui fait que. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que ça a commencé bien plus tôt que ça, quoi. Oui, non mais je parle pour le commun des mortels. Ouais, c'est ça, mais sinon, il y avait déjà en 2017 des NFT, ça a déjà explosé, ça a déjà coulé, quoi. C'est juste que les gens redécouvrent parce qu'il y a une espèce de business de changement de blockchain qui a eu un problème juridique. Alors, j'ai effectivement pas évoqué ça. À la fin du PDF, et pour moi c'était important, à la fin du PDF, vous allez pouvoir retrouver toutes les sources, tous les liens qui ont servi à l'élaboration de ce document. Donc qu'il s'agisse des vidéos YouTube sur lesquelles ils essayent d'informer les gens, plus ou moins bien, enfin voilà, tout ce qui permet de retrouver les sources qui ont permis à ce document d'exister. Pardon, allez-y. Merci monsieur. Bah la suite. Qui est gagnant? Et là j'ai répondu personne, enfin si, les intermédiaires, et ils sont nombreux.
Ouais. Alors, il y a quand même les gens qui ont spéculé, tu vois, parce qu'on voit la somme Voilà. finale. Il y a plein de transactions qui se font sur une seule œuvre. Tu vois que la fin, enfin, on va dire, sur ton jeton, tu vois que la fin où il s'est vendu 10 000 ou 100 000, on s'en fout, quoi, si tu veux. Mais le problème, c'est qu'au début, il s'est vendu 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et entre-temps, il y a des gens qui ont spéculé et qui ont fait une plus-value là-dessus, quoi, quand même. Faut pas oublier ça. Donc, il y a vraiment des gens qui sont là pour spéculer, pour être au milieu. Et pour jamais être le dernier qui surenchérit, quoi, parce que c'est le dernier qui surenchérit qui se retrouve un peu à U, quoi, tu vois, en fait. Mhm. Et celui qui arrive à être juste au milieu, voilà, quoi. C'est ça. À savoir que donc il y a pas vraiment de chiffre moyen ou médian sur le sujet, mais combien vaut comment dire, combien on achète le non comment je vais dire ça? Combien coûte le fait de Combien faire un coûte le jeton? fait de voilà de faire un jeton? Exactement, merci Mao. De rien. Et ça vaut à peu près, parce qu'on on va le voir juste après, c'est de 0 à 250 € selon les cours de l'Ethereum. Ouais, même un peu plus déjà aussi. Ça dépend des jours, ça dépend des heures, ça bouge tout le temps. Voilà, ça fluctue énormément et du coup c'est de la bourse pure. Ah ouais. Oui. Sachant qu'il y a quelques sites aussi qui t'offrent des fois certains coûts, tu vois, pour être chez eux, ils vont t'offrir le coût du. Alors on va réexpliquer après, mais le mint en lui-même, il y a des sites qui l'offrent. Alors, il y a le Lion Vert, Nicolas Camiade, qui nous dit: j'ai l'impression que Sparte a quand même fait une belle affaire. Attends. Il aurait vendu Blue Fortress pour 22 000, je sais pas combien Ethereum. C'est l'équivalent, je dis bien l'équivalent, ce n'est pas des dollars, c'est l'équivalent en dollars de Alors, 42 115 $. la magie, c'est que tu peux quand même, puisque c'est de la blockchain, tu peux savoir exactement, tu peux connaître toutes les transactions de chacun, ce qu'ils ont fait, s'ils ont cash out, etc. Donc tu peux savoir exactement combien il a fait sur l'opération et s'il a récupéré l'argent et sans problème. Parce Oui, que ça, après, les gens oublient aussi. Non, mais les gens oublient aussi qu'au C'est final, traçable. ça sera On va résumer comme ça, c'est traçable. plus que traçable. Et autre chose, puisqu'on parle de Blue Fortress, si tu vas dessus et que tu descends, tu vas voir justement tous les bids et toutes les fois que les gens ont acheté revendu. Et si tu regardes la liste, si tu scrolls en bas, quoi, tu vas voir que ça commence. Le premier, il fait du 4, il y en a un qui fait 4,88, 5, je vais pas tout te lister, mais ça met le temps d'arriver à 22 en fait. Et au milieu, il y en a bien un qui, à un moment donné, il a fait monter les enchères et s'est arrêté, quoi. De toute façon. Et donc lui, il a fait une plus-value, quoi. Le dernier qui a vendu et qui a attendu. La somme finale, c'est pas la somme que touche Sparse, parce que c'est un système où tu as des royalties entre chaque Sparte, vente. il a touché la première vente. Voilà, et à chaque fois 10% sur chacune des ventes, quoi. Donc c'est pas vraiment la somme finale, quoi. Aujourd'hui, c'est la valeur qu'a le truc, 22,88, mais c'est pas ce qu'il a touché lui, quoi. Oui, Non, je dis pas que c'est pas déjà pas mal. Après, Sparte fait partie des personnes qui ont déjà une communauté derrière. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les gens comme Sparte qui, vendront leur NFT. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les gens comme Fuse, comme Mao, comme Mehdi, qui n'ont pas des gens derrière et qui vont aller qui vont aller mettre des trucs en NFT en claquant une somme derrière. Déjà, si tu regardes sa page, tu vas voir que de plus on avance, et moins il vend cher, et moins il va vendre cher, parce que ça c'est le système, là, tu vois bien que la bulle est en train de retomber, déjà pour commencer, quoi. Et ça, c'est le cas de tout le monde, quoi, de tous ceux qui sont... Quand et on il fait parle de partie... bulle, c'est bulle spéculative. Hein. Ouais, et tu vois aussi, typiquement, c'est que... Là, je vais pas faire une démonstration, mais tu as aussi beaucoup de ces artistes qui, on va parler de pyramide, qui ont fait que s'acheter entre eux, quoi, et qui ont aussi entretenu le truc, et ça se démontre et ça se graffe aussi, le truc, assez facilement, quoi. Surtout quand tu commences à gagner beaucoup, quoi. Tu peux mettre de l'argent dans quelqu'un d'autre, ou un autre peut mettre dans un autre. C'est ça, en fait, dès que tu t'es fait 22 Ethers parce qu'il y en a un qui a acheté, avec tes 22 Ethers, tu vas acheter celui du copain parce que ça te fait plaisir. Donc, du coup, tu lui files une partie qui va du coup refiler. Et en fait, il touche jamais l'argent sonnant et trébuchant, il touche juste de l'Ether entre eux. C'est pire que ça sur Foundation, parce que sur Foundation, le principe, c'est qu'à partir du moment où ton bid est atteint, tu passes en home page avec une enchère. Donc, en fait, si personne parie sur toi ou si personne te l'achète, jamais tu vas passer sur la home. Ça me dit que tu as un prix de réserve à 1,50, et d'un seul coup, si tu vas sur la home de Foundation, tu vas voir actuellement tous les lots qui sont passés en enchère parce qu'il y a quelqu'un qui a dépassé le minimum, la réserve. Et du coup, effectivement, ça crée quoi ? Ça crée le classique FOMO, quoi, le fear of missing, quoi, la peur de le rater, quoi. Et c'est là où les bids commencent, quoi. Donc, activement, si tu fais partie d'un club que tu connais entre gens, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'aides un peu, tu mets un bid dessus, quoi.
Comme ça, tu es sûr qu'il va être en première page. Tu rends la monnaie de la pièce inversement à l'autre, etc. Et si tu es malin, tu peux facilement entretenir un système, quoi. Se feront avoir que ceux qui sont au milieu qui vont surenchérir, quoi. Et aussi, je rajouterais que à la fin, enfin, comme l'a dit Olivier, même s'il y a un équivalent dollar, ce que tu as, c'est des Ethers. Et l'Ether C'est est ça. fluctuant. Donc, tant que tu l'as pas, et encore ça, c'est un autre problème aussi, récupérer en dollars, on voit que c'est pas si évident et c'est bien chelou. C'est complètement fictif en fait. Toutes ces sommes, c'est fictif. De toute façon, les gens qui s'intéressent à la blockchain le disent. Le but de base, de toute façon, ce genre de truc, c'était de décentraliser les banques et autres. Ça ne fonctionne qu'à partir du moment où les gens y croient. C'est un pari. Mm. C'est un Si pari sur le fait demain que... les gens n'y croient plus, pour l'instant les gens y croient. Et moi je reste persuadé que ça ne va pas retomber. Le Bitcoin ne va pas s'écrouler, l'Ether ne va pas retomber à zéro. Il y a trop de gens qui pensent en cette technologie, qui y croient pour que ça reste viable. Mais c'est là où les views qu'on diverge. Il y aura... Oui, je sais. Verge. C'est que c'est un pas. Alors, je vais. Excuse-moi, je vais prendre la main. Vas-y. C'est que Olivier croit aux crypto-monnaies, pour pas les citer. À la blockchain en général, à la plus que crypto-monnaie. Alors, oui, allez. C'est lié, mais blockchain, crypto-monnaie. Je n'y crois pas et pourquoi Olivier y croit et pourquoi moi j'y crois pas. Aujourd'hui, en fait, tu n'as pas d'équivalent en dollars, en or, en n'importe quelle valeur qui existe factuellement, physiquement. C'est comment dire, c'est prendre un pari sur le fait que demain ce sera légalisé, normé, réglementé. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc les gens aujourd'hui qui possèdent de l'Ethereum, donc là on parlait de Spark particulièrement, ils possèdent de l'Ethereum, ils possèdent pas des dollars. Donc si demain ils possèdent l'équivalent, je dis bien l'équivalent de 42 000 dollars sur telle et telle œuvre, ils ne possèdent pas physiquement 42 000 dollars. Ouais, il peut les convertir, il peut les avoir, c'est un problème, quoi. Mais là, c'est encore un truc, la conversion, elle est quand même. Ouais, c'est là où tu parlais de blanchiment tout à l'heure, on est quand même en plein dedans là aussi. C'est ça. Mais non, alors quand tu dis, je vois des mots, les gens qui écrivent, ils peuvent convertir, il a converti, tu peux regarder, c'est facile, tu copies son adresse dans Foundation et tu la copies dans un truc qui s'appelle Etherscan et tu vas voir exactement ce qu'il a fait de l'argent, ce qu'il a actuellement sur son compte, etc. C'est 100% public. C'est toute la magie du truc. Donc tu vas voir ce que Nera vient de dire, c'est exactement ma vision des choses que j'avais déjà partagé avec Mao et Ganakel. Alors, je vais le lire. Hein. Le principe reste intéressant par rapport aux banques. Je pense que ça... Excuse-moi, il est tard et j'ai les yeux défoncés. Je pense pas que ça va retomber non plus quand on voit le Bitcoin et d'autres. Pourquoi ça va pas retomber? Il monte, mais demain il peut très bien redescendre. Non, mais parce qu'il y a beaucoup trop de banques qui commencent justement à s'y intéresser, d'entreprises, de gens. Enfin, là, c'est pas un effet de bulle, c'est un effet d'intérêt. Par contre, comme elle conclut, par contre, il n'y a aucun intérêt à prendre des tokens. Autant prendre directement de l'Ether qui lui va monter, qui lui aura une valeur. Ça, parce que les tokens, eux, ils sont extrêmement fluctuants et quand ça va plus intéresser personne, ça va. Après, l'Ethereum, le Bitcoin, etc., ça reste comme la bourse. C'est aussi extrêmement fluctuant. Ça peut se péter la gueule à tout moment. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'institutions, aussi bien politiques, aussi bien États, qui s'y intéressent pour que ça se pète vraiment la gueule, je pense. Alors, disclaimer, parce que je ne l'ai pas fait au début. Hein. Donc, j'ai des cryptos depuis 5 ans, j'ai un ledger, donc ça veut dire un matériel hardware de situation stocké et sécurisé. Donc, après, j'ai quasiment rien dessus. C'est pas l'histoire de la fortune et pas de problème. Juste pour dire que ça fait un moment que je m'y intéresse et que je regarde. Et mon avis sur la question de Bitcoin, c'est qu'il va s'écrouler là. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre du bit, moi, j'en prends plus. Juste pour. Ça veut pas dire que ça va tomber à zéro ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a eu tellement. On dit souvent dans ce genre de truc que les arbres ne montent pas au ciel, c'est ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a aussi une pyramide qui s'est créée aux États-Unis. Il y a plein de gens qui malheureusement, donc il y a eu sous Trump des stimulus, il y en a eu aussi sur Biden des stimulus chèques. Il y a plein de gens très très malveillants qui ont tout fait pour que les stimulus chèques partent dans de la crypto et faire investir des gens dans de la crypto. Il y a des fonds qui sont arrivés évidemment d'un seul coup, parce que vous savez que les Américains n'ont pas ce système de sécurité sociale, etc. Et qu'on essaye de les faire spéculer. Ils achètent régulièrement des actions ou tout ce genre de choses parce que c'est juste normal pour eux. C'est pas quelque chose de mal. C'est les subprimes. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui les ont dirigés, et ça c'est un fait qui est pas très très connu, mais il y a plein de gens qui les ont dirigés et qui ont amené une masse
assez énorme financière de l'argent de ces stimulus vers des cryptos, quoi. Alors évidemment, la crise va durer, ils vont vouloir se retirer parce que eux, ce sont pas des gens qui peuvent se permettre de garder ça pendant des années et des années. Et si tout cet argent en masse veut sortir parce que ça représente pas rien, il y a eu beaucoup de gens apparemment qui ont mis dessus, ça va créer un problème. Est-ce Ça, qu'on ça va bien à part sur Mais du coup, on sort de l'art complètement. on sort de l'art, mais ça affecte le marché de la crypto et du truc, parce que si jamais le cours crash, le désintérêt va être énorme pour ça aussi. Absolument. Complètement. C'est corrélé. Est-ce qu'on peut quand même, parce que là on parle de spéculation, c'est vachement, on reviendra certainement dessus juste après, mais parler de comment on le fait le token. Ça me paraît important quand même aussi d'avoir ça pas trop tard dans la soirée, quoi, parce que c'est une question aussi quand même. Et je suis d'accord, il ne s'agit pas d'art, mais de spéculation. Tout à fait, je suis d'accord avec Nicolas, encore une fois. Pareil. C'est ça. C'est bien parce qu'au final, on est tous d'accord pour dire la même chose. Ouais, l'art n'est qu'une commodities comme l'or, l'argent ou tout ce qu'on veut. Enfin, pour le coup, je vais nous taper tous dessus. Encore une fois, moi, je ne me considère pas comme artiste, je me considère comme artisan, et la plupart de ceux qui en vivent aussi, je ne les considère pas forcément comme artiste, mais comme artisan. Mais c'est un autre débat. Tu m'as copié ma formule, enfoiré. C'est un autre débat. Non, surtout, c'est que nous, on est une communauté où on sait qu'on est des gens qui roulent pas sur l'or. Il y a des champions qui roulent sur l'or. Et là, on a vu une facilité, et on nous a vendu une facilité, et c'est pour ça que tout le monde s'est engouffré dedans en se disant « Ah, il y a peut-être moyen d'être enfin reconnu pour ce qu'on fait ». Ils ont joué sur l'ego de la communauté artistique, et c'est ça qui est pas bon. Complètement d'accord. Bien dit. Ouais, c'est une bonne cible, c'est cool. C'est ça. Bah, c'est ça. Les mecs ont bien joué. Bravo. GG. Autre auto-question posée, c'est qu'est-ce que la taxe sur l'essence? Alors, est-ce qu'on peut revenir à ça 2 fois, 3 fois que je Le propose gaspille. expliquer techniquement. Non mais attends, est-ce qu'on peut expliquer dans l'ordre ce qui se passe avec ton NFT de la base? J'ai mon œuvre. Admettons là, c'est moi qui l'ai faite, tout ça. On parle pas de tout le reste, la spéculation, tout ça. On reviendra dessus après parce qu'il y a encore d'autres trucs à dire, je pense. Mais voilà, on m'a invité sur Foundation où je me suis inscrit sur un site où il n'y a pas besoin de m'inviter. Je veux déposer faire un token avec mon œuvre. Comment ça se passe? Parce que c'est important, on n'en a pas parlé pour l'instant, alors que c'est quand même la base, c'est de le faire, le token. C'est bien joli de le vendre, mais il faut le faire avant. J'ai pas écouté la question, je répondais à Nicolas. La 4e fois que je le dis. Comment on fait? Répéter la question. Pardon. Quelle est la démarche, en gros, pour déposer un jeton? En gros, ça se fait hyper facilement. Il y a des sites pour ça. Moi, j'ai essayé sur OpenSea. En gros, il suffit de s'inscrire. Après, faut poster le truc. Et en fait, à ce moment-là, au moment où en fait, on va vouloir écrire dans le bouquin, comme je disais tout à l'heure de la blockchain Ethereum, on va nous demander des frais. Donc, ils s'appellent des gas fees. C'est ce qu'ils appellent de l'essence. Taxe sur l'essence. Taxe sur l'essence. T'as le mint aussi en premier lieu. Ouais, mais je vulgarise pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Ok. En gros, voilà. Donc, il y a des taxes. La plus commune étant le gas fee, après il y a le mint, il y a ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que pour poster, pour pouvoir écrire dans le livre, il faut payer. Déjà de base. Avant même de toucher une somme d'argent, il faut payer. Cette somme, vous êtes censé la récupérer quand le truc est racheté. Mais ça peut prendre des semaines, comme ça peut jamais se vendre. Donc du coup, déjà de base, moi, là c'est une conviction perso, je digresse encore, hein, mais payer pour gagner de l'argent, c'est contre ma religion. C'est spécial. Ouais, c'est les artistes qui gueulent après, ouais, il y a des concours, on nous fait payer pour soumettre une œuvre qui sera imprimée, c'est trop dégueu. C'est ça. Et surtout, encore une fois, c'était la conclusion que j'étais en train d'écrire à Nico. Nous, on est une communauté où on n'est pas pété de thunes. Enfin, on joue avec de l'argent qu'on n'a pas et qu'on râle de pas avoir. Donc, quand tu dois craquer 250 balles pour faire ton mint et ton gas fee. Alors, normalement, il y a un prix fixe sur le gas fee qui est toujours le même, etc. Mais ça dépend après à combien tu vas mettre le prix de base. Mais ton mint, non. Lui, ouais, ça, je sais plus. Mais... voilà, si t'as de la chance, t'es tombé, ton site, il t'offre le mint, on s'en bat les steaks, et le gas fee est à 0 presque. C'est cool. Payer les trucs, ceux qui sont sur Foundation. Et Foundation, c'est comme Christie, hein, Christie, pour l'art classique, c'est une galerie d'art. Et les galeries d'art, ils vont chercher des mecs qui vont rapporter de la thune. Ils ne viendront jamais par l'un d'entre nous, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, t'as déjà, admettons même si ça coûtait 100 balles ou 70 balles, ce qui est pas, c'est pas énorme et tout, t'as claqué 70 balles sur ton truc, faut quand même que tu sois à peu près certain de le vendre. 70 balles, c'est 10 kebabs, monsieur. Plus, grave, déjà, et j'ai faim. C'est le McDo.
Plus des frais aussi de transaction dans l'autre sens. Une fois que quand ton truc tu le vends, t'as des frais de transaction, t'as le site éventuellement qui se prend sa dîme, ce qui est normal, hein, comme une galerie ou quoi, ils prennent leur pourcentage. Si tu fais un change Ethereum dollar, t'as aussi du coup, quand tu repasses c'est vrai que je l'ai pas dit, mais quand tu repasses ta crypto dans une autre monnaie ou dans une autre crypto, tu as des frais aussi, parce que forcément tu dois écrire le fait que tu as passé ta crypto dans un autre. T'as au moins 10% de frais, on va dire, par rapport. Si la monnaie ne change pas, ça coûte au moins 10%. Moi, j'ai pris pour avoir une idée, là, quand c'était à 1300 l'Ethereum il y a 15 jours, j'ai pris 200 balles. J'ai repris 200 balles pour retester, à cause des NFT. Sur 200 balles, j'ai eu 20 euros de frais. Ouais, donc ça, ouais, t'as 10%, tu vois, c'est ce que je te dis, ouais. C'est assez logique. Mais du coup, c'est-à-dire que quand tu t'appelles effectivement Spart, Boss Logic, que t'as un nom, ouais, c'est pas toi, puis t'es sûr que tu vas le vendre ton truc. T'es sûr qu'il y a un mec de ta communauté qui va claquer un billet. C'est ça, et il n'y a pas de problème, ça va pas être 100 balles, quoi. Par contre, quand tu t'appelles Mao, Fuzz ou tout ce que tu veux, il y a quand même peu de chances que le machin, on t'achète des 1000 et des 100, parce que personne te connaît, tout le monde s'en fout, mais pour spéculer, il y a même spéculer sur quoi, le mec, personne ne le connaît. Donc, déjà, si tu fais ça, si tu t'appelles Mao, il y a madame derrière qui te met 2 claques. Déjà, ouais, attends, faut acheter des trucs à ta fille. Tu vas claquer les cadeaux de Noël de ta fille. Je pense qu'il y a une mauvaise comparaison entre ça, parce que par écrit, je vois en France l'État de prendre 30% sur le cashback, mais là on parle de frais de change, ça n'a rien à voir avec du cashback. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment l'État ne prend rien du tout. Et après, c'est que du taux de change intermonnaie, on peut dire. C'est comme si tu transformais du dollar en euro et de l'euro en dollar. Et après, quand ça va revenir sur ton compte, l'État va repasser, t'inquiète pas. Ah, une fois que tu l'as touché, le truc, si tu déclares ça en revenu pour ton... Après, là où Nicolas a raison, après, ce que tu as gagné, c'est considéré comme une plus-value et un revenu, tu es censé le déclarer, et donc derrière, il y aura des impôts, en plus. C'est ça. Ouais. Donc, après, on va pas se mentir, quand c'est 30 balles, personne va les déclarer. C'est mal, mais personne va le faire. Mais bon, ça, voilà, ça veut quand même dire que c'est pour ça que je dis que c'est mal. Ça aurait pas été enregistré, je n'aurais rien dit. Voilà. On est tous contre les trucs mal. On est tous contre les trucs mal. Le mal, c'est mal. Voilà. Ça. Mais donc du coup, voilà, c'est pas gratuit du tout, ça a des frais, et ça limite le fait que si t'es pas sûr ou si t'as pas l'aura pour espérer quand même le vendre ou avoir des gens qui bident sur tes trucs, ça va bider à l'inverse, et tu vas juste claquer de la thune dans le vent, et puis ça t'aura coûté de l'argent pour rien en fait. Donc j'ai fait une petite étude sur des Ether Scan pour regarder, j'ai regardé à peu près une dizaine d'artistes qui sont pas si inconnus que ça, qui ont posté 2 trucs pour essayer de gagner de l'argent. En moyenne, ils ont dépensé entre 170 et 200 $. C'est énorme déjà. Ouais, c'est énorme. En plein buzz, je pense que c'est encore plus cher, et voilà. Quoi. En tout cas, alors, ils ont alimenté leur portefeuille entre 170 et 200, et généralement, il reste 20 ou 30 derrière, quoi. Ne parlons pas du prix, parce que derrière, il y a aussi, si tu te plantes, il y a le prix pour détruire ton jeton. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, c'est vrai. Si jamais tu veux le détruire, tu payes la même chose que pour le déposer. Comme certaines boîtes qu'on doit payer pour se désabonner d'un service. C'est ça. Ouais. Je citerai pas de marque. Il y a rien demandé, on a tous compris. Pardon. Juste un petit truc. Est-ce qu'on a fini Exactement, c'est exactement ça. On a tous une personne dans notre entourage qui a pas un rond mais qui peut pas s'empêcher de jouer au loto toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vraiment typiquement ça. D'ailleurs, j'ai pas gagné ce soir, je déconne. Pourtant, c'est ta fête, en fait, bonne fête. Ah, merci, enfin, qui y pense, putain, je peux même pas boire de bière ce soir, quoi. Je suis désolé. Bonne fête. Ah oui, c'est la Saint-Patrick ce soir, tout ça la Guinness. Ouais, c'est ça, ouais. Normalement, c'est Patrick, ok, alors. Tiens, c'est pour ça, normalement, que c'était à ce moment-là que se passaient les masterclass, c'était pas pour rien. Hein. Ah, d'accord. Mais oui. Bon, bref. Est-ce qu'on a fini sur le fonctionnement, la mise en place d'un token, un jeton? Est-ce que vous avez des choses à dire ou des questions à poser? Et donc du coup, Mehdi a soulevé le dernier point, c'est vrai. En plus de ça, il y a un problème éthique. Moi, c'est ce qui me... Clairement, c'est pas ce qui me gêne le plus, c'est pas l'argent, c'est le problème éthique en vrai. Ouais. Moi, je suis toujours preneur de gagner de l'argent. Non, ça semble limpide apparemment, en tout cas comme de la bière. Pardon. Parfait. Ça manque. Je vous offre ma tournée en gif, hein, les gars. Je sais pas si trop bien.
Je vais aller me servir un rhum pour la peine. Bon, je reviens sur mon PDF là, mais ArtStation a mis en stand-by, je dis bien en stand-by, et pas arrêté son projet de NFT, et uniquement. Alors, il me semblait que j'avais modifié ça, mais par les commentaires acerbes reçus, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais le projet reste encore là pour les NFT, donc ArtStation. Et certains font savoir que ce n'est pas bon du tout. Il y a beaucoup de publications sur ArtStation qui vont contre ArtStation et contre les NFT. Voilà, tout simplement. Après, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le côté écologique en plus. Alors, On en on parle. y viendra. On y vient, parfait. Quel Fort. risque? J'ai répondu très simplement, mais si vous avez de l'argent à mettre pour de l'argent fictif, on va pas revenir dessus, Olivier, mais tu m'as compris. Pourquoi Tu pas. vois. Mais surtout, en fait, Ah, il a peur. pourquoi d'un seul coup les gens reconnaîtraient des artistes digitaux, numériques, alors que ce n'est pas le cas en réalité, donc dans la vraie vie. Ouais, je suis pas d'accord. Je t'en Non, prie, sur le vas-y. principe de base, Non, je suis mais pas- parce que les artistes digitaux, il y en a dans les musées, il y en Ouais, a il y en a plein qui sont des inconnus, hein. qui nous échappent totalement parce que ça n'a strictement rien à voir C'est avec comme en fait, là, vas-y, Patrice, je suis désolé. Non, mais c'est juste La confondre. comparaison de dire ça, en fait, pour moi, c'est la même que de dire, c'est la même que t'as des mecs comme Picasso qui sont exposés, et puis t'as ton oncle qui fait de la peinture et qui est pas exposé, tu vois. Il y a des artistes digitaux qui sont exposés, et il y en a d'autres qui ne sont pas. Et alors, Et ça, après, c'est la roulette russe. pardon. Vas-y. Je parlais en général, les artistes numériques, les artistes digitaux. Je parle en général, oui, bien sûr, il y en a qui sont exposés, il y en a qui sont reconnus, etc. Mais en général, c'est assez dévalorisé. C'est pas aussi reconnu que des artistes peintres, etc. Il y a des raisons quand même. Il faut. Pardon, vas-y, Olivier. Mais... La comparaison que j'allais dire, c'est là, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où tu fais une comparaison avec les artistes traditionnels. Les artistes peintres du XXe siècle, t'en connais beaucoup? Parce qu'à part Picasso, Picassia et Duchamp, les gens peuvent considérer. C'est-à-dire que sur le nombre d'artistes traditionnels qui existent, des milliers, on en connaît 5 ou 6. Et pour l'art digital, c'est pareil. Pour les centaines de milliers qui sont sur Internet et qui font de l'art numérique, on en connaît 5 ou 6 qui sont exposés. Pour moi, le parallèle est pas bon parce que le ratio reste le même. Tu vas avoir 5 élus pour 10 000 appelés. Il y a un autre problème. Olivier, je me permets d'intervenir parce que moi, j'ai fait toutes mes études dans l'art. J'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux, j'ai étudié énormément l'art contemporain, l'art moderne avant de revenir vers le dessin digital. Il y a énormément d'artistes qui sont connus, il y a des peintres qui sont très très forts et puis je pense que c'est complètement hors sujet de parler d'art. Là, moi je pense que cette soirée, c'est une soirée où on parle de transactions financières, de bourse, de ce que vous voulez, mais à aucun moment, tu parles d'art. J'ai juste raconté une petite anecdote. Quand j'ai fait les Beaux-Arts, c'était entre 95 et 2001 à Bordeaux. En 98, j'ai eu mon premier diplôme qui correspond à une licence ou à un master, enfin voilà, aujourd'hui. Et j'ai fait ma première exposition dans une galerie à Dax, voilà. Et je faisais des grands panneaux, des grandes peintures, etc., tout ça. Et il y a quelqu'un qui est passé, alors il n'y avait pas grand monde qui passait, parce que c'est une ville thermale où il y a beaucoup de vieux, donc je faisais un peu de l'art assez bizarre pour les gens, donc voilà. J'ai beaucoup de peinture et de résine mélangées. Et il y a un mec qui est passé un jour, 2 jours, 3 jours. Et le 3e jour, il me dit combien ça vaut là, ce que vous faites là? Et moi, j'avais jamais imaginé, à l'époque, j'avais 22 ans, j'avais pas imaginé une seule seconde que je vendrais un tableau. Jamais. J'ai dit, je fais une expo, voilà, ça me fait... En plus, loin de moi, l'idée à 22 ans, j'étais hyper dans ma bulle, j'étais dans mes fêtes d'étudiants, j'étais pas du tout en train de penser à un truc spéculatif, je faisais de l'art parce que j'aimais ça, j'ai eu l'opportunité de faire une expo, je la fais, voilà. Et moi, l'air sûr de moi, comme ça, à l'époque, on était en francs, je dis, oh ça, bon, j'avais quand même bossé 1 mois et demi quand même sur ce gros tableau, je dis, ça, je le vends 8 000 francs. Il me dit, ok, je l'achète. Putain, moi, j'étais sur le cul. J'ai appelé mon prof d'art qui était mon mentor à l'époque, qui était en plus conseiller pour une collection, un fonds contemporain dans le sud-ouest. Et je lui dis, mais combien ça vaut ce que je fais? Parce que là, j'étais très gêné. Je me dis, moi, j'étais hyper gêné. Je culpabilisais d'avoir dit un prix comme ça. Je savais pas ce que ça voulait. 8 000 francs à l'époque, ça équivalait à 1 mois de salaire à peu près. C'était énorme. Et mon prof, il m'a dit, non, mais c'est pas le problème. Je dis, ah bon, c'est quoi? Bah écoute, une œuvre d'art, ça vaut le prix que la personne veut bien y mettre. C'est ça, le point barre. Point barre. L'argent, ça n'a rien à voir avec l'art. Le fait de reconnaître quelqu'un, Picasso, qui tu veux, machin bidule, tout ça. Mais moi, la métaphore était pas bonne. Ouais, mais tu vois, donc c'est pour ça, moi, ça m'a fait sauter sur l'occasion, parce que, si tu veux, à aucun moment,
Alors, il est question de parler d'art. À mon avis, on parle d'argent avec les cryptos, avec tout ce que tu dis. Moi aussi, j'ai des amis qui étaient dans le Bitcoin depuis un peu les débuts, qui en ont acheté, qui en ont mis de côté. J'ai un copain aussi qui a une clé Ledger depuis 2-3 ans, enfin, depuis que c'est sorti. Ledger, que ça marche hyper bien. Mais je t'ai pas du tout. Pour moi, on parle pas d'art. À aucun moment on parle d'art. Voilà, on parle de transactions financières, on parle de boursicotage, et en effet, je suis d'accord avec vous, 99% des artistes comme nous qui ne gagnons pas des 100 et des 1000, on n'est absolument pas suffisamment fort, on n'a pas les épaules pour jouer à ça, quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais. Je dirais, je sais pas si je suis encore en ligne, ouais, je sais pas. Si, Si, ouais, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la grosse confusion quand même avec les concepts artistes et le milieu du cinéma, du jeu vidéo, etc., c'est que ces gens produisent, alors quand je ne vais pas dire de nom, mais produisent pour la plupart du temps à 99,9% des choses qui sont sous indice ou contrat et ne produisent pas de trucs personnels. De là à parler d'heures, c'est non, et de spéculation, même pas, parce qu'ils produisent pour un client, donc c'est une commande pour un travail particulier, etc. Enfin, on peut dire que c'est de l'art, mais c'est pas le problème. Et du coup, ce qu'on pourrait comparer comme de l'art, c'est leur création personnelle, que pourrait faire Spars, c'est justement ce qu'il a vendu ou ce genre de choses. Mais eux ne se retrouvent pas dans les musées ou peuvent se retrouver à la limite dans un artbook. Je veux bien, quoi. Mais c'est pas eux qu'on va considérer que dans les musées ou dans les FIAC ou ce genre de choses comme des artistes digitaux, quoi. Mais ça veut pas dire que l'art numérique ou l'art digital n'existe pas, quoi. Et je pense qu'il y a une confusion là-dedans entre dire que l'art numérique ou l'art digital, c'est les gens que vous connaissez sur ArtStation et ce genre de ça. Voilà. Après, ça revient au débat que je disais tout à l'heure, où pour moi, la définition des gens, que ce soit concept artiste ou même pour certains d'entre nous qui vivons de nos projets, on n'est pas des artistes, on est des artisans. Alors, c'est pas une histoire, t'es pas un artiste, mais c'est pas dans la catégorie. En perso, ma fille de Spark, qui fait en perso, pour moi, ça rentre dans le domaine de l'art. Mais quand je fais de la commande, c'est de l'artisanat. Regarde, je vais te citer un exemple d'artiste qui a fait un truc numérique, un des plus connus, qui est encore vivant. C'est David Rauschenberg. David Hockney, oui. David Hockney, il fait quoi? Il prend à un moment donné, il découvre la technologie, il a plein de choses, il découvre la technologie, il découvre un iPad, il fait des dessins sur son iPad, et qu'est-ce qu'il vend? Son dessin avec son iPad. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une œuvre digitale unique. Du coup, tu peux pas, t'aimes ou t'aimes pas ce qu'il fait, mais il a créé l'unicité, il a montré qu'il avait pu faire une œuvre unique, non reproductible, qui vend avec l'objet, point. Voilà. Non discutable. Que t'aimes ou pas, après, tu peux dire que ça peut rester de la spéculation parce que quelqu'un qui achète quelque chose d'un artiste, ça peut être ou parce qu'il est un collectionneur ou parce qu'il pense que dans 3 ou 5 ans, il va le revendre plus cher, quoi. C'est ça. Ouais. Si je peux me permettre une petite aparté là-dessus, je suis moi je rejoins pas mal Olivier sur le concept. Après, on est artiste, on sent que c'est artiste, mais c'est vrai que les productions que nous on a tendance à faire parce qu'elles sont adossées à comme tu vois, au ciné, aux jeux vidéo, à l'entertainment, j'y arrivé en règle générale, on est effectivement donc dans des commandes de boîtes, etc., plutôt sur de l'artisanat, quand on demande de faire un truc à grande échelle, en général plusieurs, machin, pour un projet défini. C'est pas pour ça que c'est pas artistique ou pas, mais quand t'achètes de l'art ou quand tu parles d'art avec un grand A, t'achètes surtout une expression avant tout. Et là, même du Spart, etc., où je veux aller, comment il s'appelle, Funny Robot, etc., là, qu'on fait des œuvres exprès, par exemple, pour Foundation ou des trucs comme ça, c'est des œuvres qui sont calibrées de la même façon qu'un projet que tu fais pour, c'est ce qu'on fait, quoi, pour du jeu vidéo ou du film. C'est pas pour ça qu'elles ont une valeur moindre ou quoi que ce soit, mais ça correspond pas, à mon sens, à moi en tout cas, à ce qu'on pourrait appeler de l'art. Dans ce sens-là, je trouve presque plus que les mecs qu'on critique, on se fout de leur gueule, etc., mais qui font tourner des cubes en 3D sur un truc. Des fois, je trouve que ça correspond plus à l'idée générale, en fait, de ce qu'on pourrait dire. Voilà, c'est une expression, ça peut être pété, mais c'est une expression. Si je peux rebondir encore sur la vie un peu de l'ancien étudiant en art, sans trop vous embêter avec tout ça, la question en fait que vous vous posez, qui est sous-jacente à ce qu'on dit, et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler, c'est donner une définition de l'art. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu appelles de l'art lié à un objet qui est lié à une pratique artistique, et quand tu le sépares d'artisanat, par exemple, comme Olivier qui séparait art et artisanat, tu définis ça. Il y avait une définition qui était intéressante sur l'art. Non, Nicolas, là, c'est pas le sujet, là. Ah ben si, c'est le sujet. C'est complètement lié au sujet, Ganakel. C'est complètement lié au sujet parce que vous dites, là, quand j'ai lu ton PDF, quand tu l'as envoyé, j'ai pris 10 minutes pour le lire correctement. Et c'est vrai que tu as tout un truc à charge où à un moment donné, tu parles des artistes, etc. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que tu appelles un artiste? Qu'est-ce que tu appelles une œuvre d'art? Qu'est-ce que tu appelles une pratique artistique? Il faut à un moment donné nommer les choses, se dire, moi je considère que le digital art
c'est un médium qui permet de faire de l'art en général. Parce que tu vois, le premier mec qui a inventé la peinture à l'huile, Da Vinci qui a inventé la technique du sfumato pour avoir cette espèce d'effet un peu brumeux dans ses tableaux qui crée de la profondeur, C'est pas le sujet, Nicolas. Oui, parce qu'on parlait des tokens, mais là on parlait pas mal d'art, donc c'est pour ça. Je sais pas, après si vous voulez qu'on parle pas d'art, on parle pas d'art. Hein. Non, je dis juste que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les NFT. C'est pas différencier ou définir l'art. Mais les NFT, je pensais qu'on avait à peu près, je vous ai écouté depuis le début, on a bouclé la boucle. Le NFT, c'est de la spéculation, c'est jouer au casino online, c'est tout. Voilà. Après, ils mettent des images dessus et les jetons, c'est des images, mais ils te remettraient dessus, comme on disait tout à l'heure, un steak, et ben ce serait un steak qu'on mettrait dessus. Mais à aucun moment, depuis le début de la discussion, on parle d'art. Il faut séparer les activités commerciales de l'art. L'art, c'est séparer l'art du marché de l'art, par exemple. Tu vois. Le marché de l'art, ça n'a rien à voir avec de l'art. C'est juste du business. Il faut à un moment donné, faut pas être naïf, faut vraiment poser les choses, quoi. À mon avis, à mon humble avis. Hein. Voilà. Soit tu parles d'art, soit tu parles de business. C'est pas la même chose. Là, du coup, je comprends pas, en fait. Si tu veux, je t'ai donné une définition, juste une petite définition que donnait Kandinsky de l'art. L'art, c'est la seule activité humaine qui n'est pas de définition définitive. C'est-à-dire, chaque œuvre d'art est l'enfant de son temps, en fait. C'est-à-dire qu'elle est l'image, elle est l'instantané d'une époque, d'une émotion, d'un contexte sociopolitique, de tout ce que tu veux. Et l'art est intéressant. Par exemple, tu vois, au 19e siècle, les frères Goncourt, qui étaient les gens qui faisaient, prix Goncourt, les frères Goncourt qui faisaient la pluie et le beau temps dans le marché de l'art, ils ont coulé Monet en disant il fait des croûtes. Et Monet, il est connu aujourd'hui, alors que les frères Goncourt défendaient des artistes au 19e siècle qui sont tombés dans l'oubli. Donc l'art, à un moment donné, c'est cette petite chose en plus, ce truc qui déborde, qui marque une époque, en fait. Et tout le monde va se souvenir de Picasso, de Van Gogh. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le marché de l'art qui les ont mis en avant ? Non, pas forcément. Les impressionnistes, ils n'étaient pas vendus, ils ont fait le salon des refusés parce que personne ne voulait les exposer. Et aujourd'hui, au 19e siècle, quel est le mouvement pictural de peinture qui est le plus connu ? C'est les fauvistes, les impressionnistes, voilà. Et ceux qui faisaient de la peinture pompier, c'est-à-dire des peintures au corps style néoclassique, façon 18e siècle du siècle d'avant, ils sont tombés dans l'oubli. Non, mais c'est pas moi le point, et je finirai juste là-dessus pour pas qu'on s'étale dessus. C'était juste une parenthèse. Excusez-moi pour la parenthèse historique. On en parlait aussi dessus, mais c'est que, enfin, je veux dire, quand, alors on va reprendre Sparte parce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, comme ça j'ai mis en tête, mais tu vois, quand t'es payé par une boîte toute l'année pour faire un certain type d'œuvres, de médias, de tout ce que tu veux, qui sont calibrés pour l'industrie, et que t'es payé, je dis une connerie, hein, alors lui, j'imagine qu'il est très bien payé, mais admettons, t'es junior artiste, etc., je sais pas, t'es à 2000 balles par mois pour faire ça tout le mois, qu'est-ce qui justifie, tu vois, que cette valeur-là pourrait être 50K sur autre chose, tu vois, ça n'a pas un sens. Dans ce cas-là, pourquoi ta boîte, elle te paiera pas 50K pour faire la même chose, tu vois, enfin, je veux dire, c'est la décorrélation, c'est ça que je voulais mettre en avant entre les deux, tu vois, c'est pour ça que pour moi, l'empreinte dite artistique, elle est un peu particulière dans ce cas-là. Bref, fin de la parenthèse. Mais non, il y en a, en fait, comme disait Olivier, tu es un artisan, donc tu maîtrises, tu as un savoir-faire artistique, comme un ingénieur du son, comme un producteur, comme quelqu'un qui va à un moment donné, tu sais quand tu prends l'album Nevermind de Nirvana, en fait, tu prenais les masters, ils étaient catastrophiques, et c'est Steve Albini, le producteur, qui a remanié, qui a remixé tous les masters et qui a eu un son d'enfer qui a fait ça. Mais si tu prenais les masters originaux, ils étaient tout pourris. Ouais, bien sûr, mais voilà, typiquement, d'ailleurs, l'ingé son, il était payé son tarif d'ingé son, tu vois, c'est pas lui qui a gagné. Non, mais c'est le producteur. Il a gagné plus avec, tu vois, je veux dire. C'est le producteur derrière qui a. C'est Jeff Koons qui fait ses œuvres, quoi, tu vois, c'est pareil. Voilà, non, Jeff Koons, il commandite ses œuvres. Pareil, tu prends Anish Kapoor, qui est un sculpteur anglais assez formidable, mais c'est pas lui qui les fabrique en vrai avec ses mains. Il les précommande, il les fait fabriquer, il a juste le concept, l'intention derrière. Ce qui compte quand tu fais de l'art, à mon humble avis, c'est ton intention. Ton intention. Voilà. C'est ce que tu disais au début, je te rejoins sur ça. Ouais, enfin bon. Vendre à détail, pour moi, la spéculation et l'argent, il existe aussi dans l'art traditionnel. Et, oui, complètement, bien sûr. Les artistes, je connais très peu d'artistes qui ont fait ça, à part l'esprit un peu faussé de la bohème, justement, qui circule, qu'on fait de l'art pour l'art, etc. Tout à fait. Les mecs, ils ont fait ça pour gagner de l'argent. Le mec, bien sûr.
Le système des galeries, c'est de la spéculation. Les galeries, c'est de la spéculation. Ouais, mais la Chapelle Sixtine, il a pas fait comme ça pour se regarder l'affaire, tu vois. Non, la Chapelle Sixtine, c'était financé par l'église, quoi. Il y avait un mécène, c'était du sponsoring, quoi. Donc c'est bien du business. C'est du business, on est d'accord. C'est de l'art au service de la religion. C'est juste fait pour l'émanation de créer de l'émotion pour quelqu'un, certes. T'as un savoir-faire qui peut amener ça, mais quand même, tu veux manger. Oui, bien sûr. Non, mais d'ailleurs, tout à fait. je vais pas vous mentir, j'ai pas tardé à y aller d'ailleurs. Manger? Ah ouais, je commence à avoir la dalle, moi. T'as pas encore mangé? Ouais, j'ai fini mes cours à 21h, je vous ai rejoint direct. Ah là. Revenons à nos moutons, on était NFT. on était NFT on allait partir sur l'impact écologique qui paraît quand même aussi important. C'est vrai que ça, on en a pas parlé. Absolument. Alors, j'ai pas regardé la vidéo. J'avais trouvé une vidéo cette semaine d'un champ de minage de Bitcoin qui est enfermé dans un énorme container où le truc, limite, pour pouvoir miner un Bitcoin, ça prend plus maintenant de temps et d'énergie, enfin pas plus de temps, mais plus d'énergie électrique que un pays, un bon gros pays comme le nôtre, quasiment, va dépenser pendant 6 ou 7 mois, je crois. C'est assez difficile à sourcer parce que les comment dire, C'est pas toi qui l'as partagé, Patrice? Non, c'est pas moi, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Enfin, ça veut pas dire que je crois pas à l'impact écologique, c'est pas du tout ça, pas du tout. C'est l'histoire de la source, parce que par exemple, quand on dit un mail, ça dépense tant, je trouve ça tellement absurde quand tu connais comment ça marche et que tu sais pas de quel serveur ça part, il suffit que le serveur lui aussi soit alimenté par de l'énergie propre, etc., que je suis bien incapable de le dire et qu'il y a des chiffres qui sortent d'un peu partout. Et effectivement, le gros problème, c'est la source, c'est la réalité, et je ne renie pas du tout l'impact écologique, c'est pas ça, mais essayer de trouver une vraie source qui donne vraiment des chiffres et qui donne vraiment la réalité du truc, c'est pas facile. Mais pour créer du vent, ça coûte quand même pas mal d'énergie. Ça fait du bien ou du mal, hein. C'est pas mon propos, hein, qu'on soit d'accord. Hein. J'ai trouvé la vidéo de l'AFP que j'avais en tête, où on voit une ferme de minage et on se dit ah ouais, mais ça prend de l'électricité quand même ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que là t'as peut-être vu une vidéo sur un mec qui a une configuration de ouf et que. Ah non, là c'est pas une config, hein. non, regarde, je viens de le poster dans le truc. Ah ouais, je regarde. Mais il est très difficile effectivement de sourcer quel est l'impact écologique de un minage de NFT, de Bitcoin pardon, ou de quoi que ce soit, et de le mettre en parallèle de un équivalent CO2, parce que aujourd'hui c'est le CO2, demain ce sera encore autre chose, mais voilà, ce que j'ai retenu, c'est que un NFT consomme environ 421 kW d'électricité, ce qui correspond à l'émission de 246 kg de CO2. Ça en fait de la vache qui pète. Hein. C'est ça. Pour quelque chose qui n'existe pas, qui n'appartient à personne. C'est surtout la vacuité qui est un peu flippante. Voilà, on dépense quelque chose on dépense de l'énergie, de l'électricité, donc quelque chose de physique, quantifiable, pour quelque chose qui n'est pas quantifiable et qui n'existe pas en soi. Après, tu vois ce que tu dis là, je me fais l'avocat du diable, hein, parce que absolument. L'argent que tu as sur ton compte en banque, il a beau être quantifiable, tu ne l'auras jamais entre les mains. Hein. Tu pourras jamais retirer l'intégralité de ce qu'il y a sur les comptes en banque. C'est pareil, c'est abstrait aussi. Hein. L'argent si global. Je peux me permettre. Oui. C'est de toute façon, dès lors que c'est plus quelque chose que tu as entre les mains, comme tu le dis, Olivier, c'est plus là en fait. C'est là, mais c'est pas là. Tu peux retirer 100 balles, mais quand tu as. Quand tu as 1000 balles sur ton compte, retirer 1000 balles en liquide, la banque va te regarder avec des gros yeux, va dire mais monsieur, je les ai pas. Mais déjà, ça t'appartient pas. C'est une histoire de confiance. C'est ça. Et donc, du coup, la blockchain, c'est le même principe. Sauf que c'est soumis à personne. Oui. Le tiers de confiance, c'est pour ça que les banquiers sont furax, parce qu'ils sont plus le tiers de confiance dans l'histoire des bitcoins. Ils se sont tous fait sucrer, quoi. En gros, ils prennent pas leur commission sur ces transactions-là. Après, si je me mets pas, t'as aussi, parce que ça revient souvent, là j'ai vu dans les discussions sur le net, etc., quand ça commence à s'envenimer sur ce côté-là, t'en as plein qui font le comparatif, oui mais regarde, voilà, quand tu fabriques des bagnoles ou des trucs comme ça coûte et ça. C'est cette tangibilité en fait de l'objet, je parle pas forcément de l'argent même ou du truc, c'est que oui, évidemment, si tu prends genre l'industrie automobile, ça pollue, enfin ça
pompe 10 fois plus de CO2 que Bitcoin à l'heure actuelle et tous les trucs de crypto mélangés entre elles. Ça concerne trop une frange minimale de la population malgré tout pour que ce soit une proportion aussi grande sur un camembert. J'ai eu plein de camemberts passés, etc. Sauf que quand tu fabriques une voiture, certes tu pollues énormément, mais t'as quand même toute une chaîne Même là, qui est quand même plus quantifiable et où tu as des objets tangibles à la fin. C'est-à-dire que tu as un truc même là, on parle des NFT parce que ça nous impacte, enfin ça impacte notre secteur. Parlez-en autour de vous à des gens qui sont pas artistes et qu'on n'a rien à foutre, qui savent pas ce que c'est un NFT. Hein. Même les cryptos. Hein même les cryptos en elles-mêmes. Hein. Oui. Ma mère, je pense que je lui parle de Bitcoin, elle sait pas ce que c'est. Hein. Enfin, pour le coup, je vais caricaturer. Ta maman qui a l'air très sympa, elle est âgée, les technologies, elle connaît pas. Parlons même plus jeune. Moi, mes élèves, ils ont 20 ans, ils savent pas ce que c'est une crypto. Hein. Alors que pourtant, ils sont le nez sur les téléphones et les nouvelles technologies, ils les connaissent, entre guillemets. Mais c'est tellement abstrait aussi, je veux dire. Moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était que miner du Bitcoin ou ce qu'un NFT était. Et un NFT, c'était. Ça fait 1 heure qu'ils en parlent. Non, mais pas au début. Non, mais je viens de rejoindre. Du coup, ah merde. J'ai une théorie très particulière sur l'engouement aussi des NFT, mais elle est peut-être pas si conne que ça, quoi. Il y a aussi le fait d'avoir des cryptos et la différence par rapport de l'euro sur ta banque, les deux n'étant, on va dire, dématérialisés. Ta crypto, elle est quand même assez dure à dépenser. Il y a très peu de sites qui prennent, ou alors des trucs un peu chelous, et du coup, il faut que tu la reconvertisses en euros. Et d'un seul coup, un truc un peu chelou comme les NFT permet de dépenser, pour certains qui en ont depuis longtemps, leur crypto, un truc nouveau, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un marché, il n'y a pas un qui a eu enfin l'idée de se dire putain les gars ils ont plein de trucs crypto, à chaque fois il faut qu'ils les reconvertissent et du coup quand ils convertissent, la banque ils voient que ça arrive et ils voient que ça se transforme et du coup c'est du vrai argent, tandis que là on a trouvé quelque chose qui n'est pas de l'arme, qui n'est pas de la drogue, pour le commun des mortels, dans lequel tu peux dépenser tes cryptos. Et je me suis dit que ça pouvait aussi influencer d'un seul coup une espèce de lâcher de dépenses et de bulles là-dessus quoi. Mais il me semblait pas que ta Tesla, si tu l'achètes à Elon Musk, que tu peux l'acheter en crypto. Non, ça c'est l'effet d'annonce, tu peux pas. Non. Ah d'accord. C'est parce que lui, il s'y intéresse beaucoup. Lui, il a compris aussi comment il pouvait faire encore plus d'argent qu'avant. Faut les payer les SpaceX. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, le fait que tu pouvais pas les utiliser avant. Et c'est pour ça que ça marche bien aussi maintenant, parce qu'il y a pas mal de grosses boîtes qui commencent à dire qu'ils vont pouvoir accepter les paiements. Je sais plus qui a dit récemment comme boîte. Mais c'est pas possible. Quand t'es une boîte, tu vois, c'est pas possible sur de la connerie comme du NFT. Tu peux parce que c'est du vide. Si tu vends quelque chose et que tu le mets à un Ether ou je sais pas combien, tu es bien obligé de le mettre en prix en euros ou en dollars parce que ça varie tellement tous les jours. Tu peux pas considérer que demain ça vaudra 20 fois moins, quoi. C'est ça. C'est impossible. Tu peux pas mettre un prix fixe sur une crypto, sur un objet que tu vends. Ou alors c'est pour ça qu'ils le mettent en Ether. Après, c'est nous qui faisons la conversion parce qu'on connaît les prix. Mais du coup. Mais sinon, tu peux pas, quoi, tu vois. T'imagines ? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi, justement. Il n'y a pas de stabilité financière, et c'est pour ça qu'il y a eu. Bon, après, je vais rentrer dans des trucs trop chiants pour tout le monde avec le Tether et tout, mais qu'il y a eu une espèce de monnaie crypto qui a été créée pour faire une conversion, justement, en dollars, etc., du 1 pour 1, mais c'est aussi un fail terrible, quoi. Ouais, j'ai regardé, justement. À son Tether. Pour quels artistes? Pas nous. C'est un peu ce que j'écris. Beeple et autres. J'ai souligné annonce et fonds annoncés 6,6 millions de dollars et récemment, je crois que c'est 60 millions de dollars pour leur NFT. Alors, point 1. Ceci dépend du cours de l'Ethereum, c'est ce qu'on vient un peu de dire, une crypto-monnaie qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande, donc la spéculation pure de la bourse pure. Seuls les artistes connus et reconnus pourront prétendre à faire de l'argent avec les tokens, donc les jetons. Les autres sont là pour faire monter le marché en fait. Jusque là ça va? Ouais. Oui, Patrice? Oui, non, mais oui. Ouais, c'est bref. Et Patrice, il boue intérieurement. Mais au contraire, tu peux t'exprimer, on verra après, Patrice. Il me manque 12 bières là, tu vois. Laissez-le aller au frigo. Il intérieurement, il est en ébullition. Je suis en train de manger un stylo 4 couleurs, il va plus rester grand chose. Bon, bah alors laissez-lui le temps d'aller au frigo quand même, mince. Jean-Claude Van Damme, il cassait des noisettes avec ses fesses. Là, Patrice, il va faire un coup plus de pastèque. Et là, j'ai écrit il n'existe pas de moyen à ce jour
pour protéger son art. Tout le monde peut se faire voler. Créer un marché de l'art alors qu'il n'est pas protégé, c'est comme acheter ou vendre un nom d'une étoile dans le ciel. C'est pratique, il y en a plein. C'est pas réglementé et on peut vendre autant de fois qu'on veut. Ouais. Et là, j'ai pris l'exemple effectivement des sites où on peut acheter entre guillemets. Oui, enfin c'est acheter avec du vrai argent, nommer une étoile, de la grande ours, du zodiaque ou quoi que ce soit, et puis en fonction de là où c'est, ben, on vous met un prix 139 € pour une soi-disant étoile qui est dans la grande ours. Voilà. Vous achetez quelque chose qui ne vous appartient pas, ni à la société qui vous le vend, pour un bout de papier qui n'a aucune valeur, si ce n'est celle que vous lui accordez. C'est le principe de l'argent. Non. Bah non. Non, mais je suis méchant. Non, tu peux pas dire ça. Non, mais je plaisantais. Non, mais avec ton argent, tu peux aller au magasin, tu peux acheter un truc avec. Oui, voilà, oui, bien sûr. Je plaisantais. Non, on revient sur l'allégorie de la métaphore du ticket de caisse. Hein. Au final, elle me plaît bien cette métaphore. Bon, peut-être pas la métaphore, du morceau de vache qu'on achète, mais. Voilà. Je cite aussi du coup l'arnaque de la chaîne ou pyramide de Ponzi. Et c'est exactement le. Alors, j'ai mis un lien source du Figaro qui explique ce que c'est que la chaîne de Ponzi ou la pyramide de Ponzi. Et c'est exactement le même principe qu'une vidéo qui est devenue virale depuis à peu près un an, à savoir salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, je vais expliquer un petit peu comment fonctionne le système de ce type-là. C'est que mais même sans ça, il y a plus simple. Hein. Il y a un truc qui est encore plus connu, qui est une pyramide de Ponzi que vous avez tous déjà croisé. C'est les nanas dans votre entourage qui vendent des tupperwares en soirée entre copines. Oui, exactement. Voilà. Allez plus loin, ça parlera à tout le monde. On connaît tous quelqu'un qui vend des tupperwares, qui vend des sextoys, qui vend des machins. C'est ça. Qui? Pardon. Si tu veux, j'en connais plein qui vendent des sextoys, pas de soucis. Il dit sextoy et Mao repointe ses fesses, quoi. Comme par hasard. Comme par hasard. Je sais comment, du coup, la vidéo, elle est démonétisée. Laissez mes fesses tranquilles. Alors, sur l'ascension, elle est pas monétisée et monétisable, de toute façon. Ah, mais je comptais le mettre sur la mienne ce soir. Oh. Mais non, bah, pour info, ouais, l'ascension, on peut pas monétiser parce qu'il y a trop peu de comment dire, followers, de gens qui suivent. Là, vous avez compris, il faut follower les gens. Mais de toute façon, non. Et oui, alors pour moi, c'est un exemple vieux, les Tupperware, mais c'est exactement le même principe. Salut à toi, jeune entrepreneur. Le principe, c'est toi, tu t'inscris, tu contactes ce type-là, tu lui donnes de l'argent pour que donc lui le touche. Toi, tu dois ramener un maximum de personnes qui dépensent de l'argent à s'inscrire, on va dire, pour ramener ensuite de l'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, c'est exactement le système de Foundation, hein, non seulement avec le bid que je vous ai expliqué au début, mais en plus, dès qu'un artiste s'inscrit, il est recommandé de tout de suite faire un tweet avec marqué @Foundation, etc. Et j'arrive sur Foundation, etc. pour être accepté plus vite, hein, pour avoir ses invites. Donc, ça marche très très bien, ce système pyramidal comme ça, et on voit bien l'engouement des uns. Si mon voisin y va, c'est que je dois y aller. Si lui il y va, c'est que c'est pas si mal. Eh ben, si. Et comme dit Nera, et les mecs sont hyper convaincants, ça rend le truc encore plus dangereux. Bah oui. En fait, c'est pas qu'ils sont hyper convaincants, le problème c'est que les mecs. C'est que c'est ton entourage. Non, c'est que les mecs déjà de base, eux-mêmes, avant de se rendre compte, sont hyper convaincus. Oui, aussi. Il est là le problème. Parce que quand tu leur en parles, ils disent mais si, tu peux toucher un peu et tout. Je connais quelqu'un qui a touché de l'argent, ça marche. Ils sont eux-mêmes hyper convaincus. Il y a un côté un peu sectaire avec ces pyramides de Ponzi. Hein. Mais c'est complètement ça en fait. Je cite justement le sophisme l'argument du nombre. Le NFT c'est populaire donc c'est bien. On voit de plus en plus en fait de publications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de gens qui parlent de Foundation, de l'Ethereum, des NFT. Donc plus il y a de gens qui publient, plus en fait la personne va croire que il y a forcément c'est l'argument, il n'y a pas de fumée sans feu. Sauf que cet argument-là, il vaut que dalle. C'est pas parce que c'est populaire que c'est bien, que c'est sûr, que c'est quoi que ce soit. Et j'ai mis 2 liens de vidéos très intéressantes si ça vous intéresse, sur l'effet de groupe. Je vais résumer ça comme ça, et le comportement de masse. Oui, il y a un ouvrage là-dessus. Si tu l'as pris en référence ou pas sur
Alors, pas l'ouvrage, mais les vidéos de. J'ai oublié le nom. Mais les deux vidéos qui sont en lien dans le PDF, allez-y, c'est très intéressant. Que ce soit des comportements de fuite par rapport à un feu, par rapport à des pétards ou quoi que ce soit, ou simplement, en fait, quand vous. Ça, c'est du Minigram, quoi. Pardon, vas-y. Quand vous likez par exemple une vidéo sur YouTube parce que elle a l'air bien, en fait le comportement il est complètement orienté et fait en sorte que vous likiez une vidéo, une musique qui est pourrie en soi, mais en fait votre comportement il est complètement orienté par rapport à ça. Vous pouvez quand même liker les vidéos de l'Ascension oui, et les miennes. C'est important. Et les tiennes surtout, bien sûr. Je connais, je rate jamais un moment pour faire ma pub. Les vidéos sont vraiment très intéressantes, et je les Sur l'Ascension sur le PDF. Et sur l'ascension bien sûr, mais sur le PDF là, sur le comportement de masse, elles sont vraiment très intéressantes parce que comment dire, ça agit en fait sur tout votre comportement, sur notamment les réseaux sociaux. Les vidéos les plus likées ne sont pas les plus qualitatives, c'est simplement de l'orientation des gens. Et je t'ai mis un lien qui parle, donc qui est le premier à avoir parlé de ça, un auteur qui a parlé de ça, qui s'appelle Charles Mackay, donc il est de 1841, j'arriverai pas ce soir. Il en parle dans la vidéo, justement, les deux vidéos sur le comportement de masse. Donc c'est le scientifique qui a principalement travaillé sur le sujet, et donc il le cite particulièrement dans la deuxième vidéo. C'est son étude de. Alors il y a deux phénomènes, il y en a un encore plus vieux, je sais pas si je vais quand même en parler parce que c'est un truc hallucinant sur les masses. Donc ça vient, lui, là, Charles Mackay, il écrit sur la j'arriverai pas, tulipomania, en fait. Donc, la première bulle financière des tulipes. C'est la bulle sur les bulbes de tulipes, je me souviens. Voilà, c'est ça, c'est la toute première crise des bulles financières, mais il y a un truc qui s'est passé encore plus fou sur la manipulation de masse et sur les masses. Enfin, le premier truc documenté dans l'histoire, c'est Strasbourg, 1518. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est l'épidémie de danse. De quoi ? De danse. Et c'est documenté dans un livre, il y a eu des courts-métrages, il y a eu un cours ou des trucs dessus, c'est la peste dansante, ça s'appelle. En 1518, où il y a à peu près 400 à 500 personnes qui se mettent à danser jour et nuit, comme ça, on ne sait pas pourquoi, à en mourir, quoi. Et c'est documenté. Les flash mobs. Ouais, sauf qu'eux, ils en ont, voilà. Ils ont dansé à mourir, quoi. Voilà. Intéressant, bah, je regarderai. On n'a pas de lien, t'as juste mis le ouais, alors je vais vous le mettre celui-là, et c'est le premier cas on prend un au hasard, j'essaie juste de voir si le lien n'est pas trop débile, parce que comme tu vois, il suffit que je tombe sur un lien pourri, mais au moins vous pourrez aller sur un autre lien après, comme je fais vite, quoi. Et c'est le premier cas. Chanson de Cabrel, tu danses à mourir, tu danses à mourir. Le premier cas documenté enfin, où il y a des traces écrites, des témoignages, plusieurs choses, parce qu'il y en a certainement eu avant, bien sûr, quoi. Mais c'est le premier trace écrite, en fait, d'une espèce de folie de masse, quoi. Et après, évidemment, pour ceux qui aiment bien ce genre de truc, il y a Milgram qui en a fait beaucoup, les expériences de Milgram. Ouais. Et bien sûr, ça s'est passé en France, quoi. C'est encore eux qui passent pour des cons. Ouais. Non, à l'époque, non, c'est quoi Strasbourg à l'époque, ça devait être allemand. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Ah putain. Allez. Elle est pas mal celle-là. J'ai fait un petit troll et à la fois pas tant que ça sur le sigle de la crypto-monnaie Ethereum. D'où vient-il? Et j'ai pris l'image d'un mirage. C'est le symbole de Assassin's Creed, t'as pas reconnu? Exactement, oui. Et enfin, la cerise sur le gâteau, je l'ai appelé Jericho, avec un petit mème de Tony Stark dans le désert. C'est un article que m'a fourni. Je peux te citer? C'est qui? C'est Patrice. Ah oui, tu peux. À propos de Metakovan et le lien avec Beeple, donc je les ai traduits en français de l'article directement. Donc j'ai mis des morceaux choisis de toute cette de cet article, et en fait il apparaît qu'il y aurait je dis bien il y aurait, je mets du conditionnel, ça mérite une enquête journalistique et judiciaire, mais clairement il y aurait un lien entre Beeple et l'enchérisseur. Ouais. L'enchérisseur de Beeple sur les crypto-monnaies, sur les NFT, pardon.
Je voudrais dire que ce lien, quand même, quand tu dis qu'il devrait y avoir une enquête, c'est une enquête, et la personne qui a écrit cet article s'appelle Amy Castor, et c'est la personne la plus reconnue et qui est une spécialiste des enquêtes du blanchiment d'argent dans les crypto-monnaies, et donc c'est pas n'importe qui, puisqu'elle écrit aussi pour le New York Times, pour Forbes, etc. Donc c'est déjà une enquête, et c'est déjà une enquête poussée, sourcée, etc. Donc je voudrais dire, c'est pas de la rumeur, c'est pas du, etc. Il y a même eu un droit de réponse de Metakovan dans l'article, qui a absolument. écrit, il a dit, etc. Il lui a demandé de retirer l'article, ce qu'elle n'a pas fait, justement. Donc c'est quand même quelqu'un de sérieux, cette source. C'est pas quelqu'un qui est, voilà. On peut pas prendre ça comme juste moi qui aurais fait un blog, quoi. Oui, absolument, mais enfin, on va dire, même dans l'article, en fait, elle spécule entre guillemets sur le fait que ce soit Metakovan, mais en fait, elle a pas de preuves. Non, donc, mais de voilà. fortes présomptions. Il y Voilà. a des très fortes présomptions, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Oui, oui. Mais voilà, ça reste du conditionnel parce que ce ne sont pas Oui. des faits. Voilà, tout simplement. En tout cas, si vous voulez connaître beaucoup de choses sur les cryptos, sur l'univers trouble et tout ce qui peut se passer depuis très longtemps, c'est la personne de référence. Hein. Mais Bon, ça va. donc, Amy Castor, A-M-Y, et puis Castor comme Castor. Ça fait drôle, hein. Non, Mon ami c'est parfait. Castor. Et là, je vais me faire taper dessus par Olivier. Non, mais c'est bon, on en a déjà parlé. En conclusion. J'ai dormi depuis, ça va, je suis moins colère que ce matin. Et puis voilà, c'est moi qui l'écris, hein, je l'assume complètement, ainsi que le ton. Les NFT, comme les crypto-monnaies, c'est entre parenthèses, sont du vent. Les œuvres ne sont pas protégées, les artistes non plus par les vols déjà actuels. Un NFT n'est pas l'œuvre, elle ne vous appartient pas. Je résume un petit peu la discussion. Vous achetez et vendez des jetons dont on vous raconte que c'est l'œuvre, mais ce n'est pas le cas. Chacun de vous peut créer un NFT, un truc avec une blockchain, je résume ça comme ça, en disant que c'est ce que vous voulez, ça n'en fait pas moins un jeton qui ne vaut rien. C'est comme une hostie. Alors, j'ai rien contre les religions en tant que telles. Hein. C'est comme une hostie par analogie. On vous dit que c'est le corps de Jésus. Vous y croyez, pas de souci, mais c'est juste sentimental. Alors moi, je me casse là. Ouais, non, moi ça insulte ma religion. Je me sens pas bien. Là. Je m'en vais. Je vais prendre une bière. je m'en vais comme un prince. Mais voilà, c'est une analogie. Il n'y a rien contre les religions, etc. Mais c'est sentimental. C'est la valeur que vous y accordez. C'est exactement ce qu'a posté le gros mème un troll de Musk, c'est de la vanité. Et c'est à quel moment que j'étais censé pas être d'accord? Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai dit aussi. Hein. Mais alors, là, par contre, je vais être un petit peu plus insidieux. C'est là où je suis pas d'accord. Ça arrive. Non, t'inquiète. Monsieur Braskovitch. Vu la valeur réelle, par contre, en CO2, en kilowattheure d'un truc qui n'existe pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de participer à ce jeu-là, un jeu de dupes? N'a-t-on pas autre chose à faire de notre argent, de notre temps, de notre matériel et de notre art? Vous achetez ce qui ne vaut rien qu'une valeur purement sentimentale. Après, ça, c'est des choix personnels. Hein. Oui, il y a des gens qui prennent leur pied sur ça. Ce sont des choix personnels, mais moi qui écris le texte, je me permets de les critiquer. Je veux rendre hommage aux artistes droits dans leurs bottes, entre guillemets, les gens qui ne critiquent pas un jour un système et ses problèmes, et y contribuent fortement le lendemain, voire le favorisent. Les donneurs de leçons professionnels, les SJW et PNJ, comme je les appelle. C'est là où je commence à tiquer. C'est qui les SJW, PNJ? Pas de nom. Quand il s'agit de te dire, si tu n'es pas adepte de la secte de Greta, tu pollues, tu es un fasciste. Donc ça, c'était l'an dernier, et que tu. Ah pardon, excuse-moi. Attends, je coupe mon micro parce que c'est là où je grince des dents. Et que tu ne fais pas la marche que pour le climat, et que un an plus tard, tu les retrouves avec leur compte Foundation pour leur NFT. Je rends donc hommage fortement aux gens qui associent leurs actes à leurs paroles, ceux qui restent neutres ou ceux qui, comme Stéphane Wouta, Richard, qui sont partis récemment des réseaux sociaux, ont le courage de dénoncer et partir avec honneur, par honneur envers leur engagement, et ce, même si je suis pas d'accord avec eux. Parce que je suis pas forcément d'accord avec Stéphane Wouta.
Ah bon? Non. Non, mais je lui rends hommage parce que bah voilà, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il sait pourquoi, voilà, il sait ce qu'il pense, pourquoi il le pense. Je suis pas d'accord avec lui, mais au moins, voilà, il respecte ses engagements et il met des actes derrière ses paroles. Un petit aparté sur l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet, comment dire? Plus vous êtes incompétent, plus vous allez en parler. Je dis bien ici, je dis bien ici que ça fait ce PDF, ce boulot, ce petit texte, il fait seulement partie d'un boulot de 2 semaines de travail. C'est peu. Donc pour le sujet des NFT, ce qu'il en résulte factuellement, parce que j'étais parti sur aucun a priori sur les NFT, j'ai un a priori sur les crypto-monnaies en soi, mais pas les NFT. Mais factuellement, il n'y a rien qui va dans un sens positif sur les NFT. Et voilà, pour personne. Moi, je pense que si, ça va faire du tri. Pardon. Alors, Ouais, ouais, je suis d'accord. si on voit les choses comme ça, pourquoi pas? Ça va faire du tri. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, pardon, des invitations demandées pour la plateforme Foundation notamment, sans savoir ce que sont les NFT fondamentalement, comment elles fonctionnent. Là, je sais de qui tu parles. De plein de gens. Comment ça fonctionne? Sans être expert, il faut un minimum se renseigner et garder un esprit critique. C'est vraiment ça enfin, c'est ce pourquoi la soirée a été créée, pourquoi elle a été faite, pourquoi ce PDF est là. C'est vraiment garder un esprit critique et pas se plonger fondamentalement dans les NFT ou n'importe quel. Si, en fait, c'est ça. Vous pouvez maintenant, vous savez juste, voilà, à quoi ça correspond, qu'est-ce que de la blockchain, qu'est-ce qu'un NFT. Si vous y allez, c'est en connaissance de cause. Si vous voulez dépenser de l'argent, allez-y. Mais c'est vous qui voyez, vous y allez en connaissance de cause maintenant. Oui. Si vous arrivez à faire de l'argent, courez vite. Voilà. Bravo. T'aurais dû inviter Gary, il t'aurait composé tout un contre-argumentaire sur tout ce que t'as dit, parce que lui il est pro NFT, mais je pense, et en plus il a pris le temps de se renseigner, parce qu'il, même s'il doit, mais c'était vraiment, moi je mangeais du popcorn, j'ai regardé s'étrangler là, enfin j'ai arrêté très vite, parce que... Alors on parle de Gary Jamrose. Ouais. On parle de Gary Jamrose Palma. Ouais. Je l'ai même mentionné quelque part. Je sais plus à qui je l'ai dit. J'ai apprécié fortement sa réponse argumentée. Pour moi, il a tort. Pour différentes raisons que j'ai évoquées dans le PDF et au cours de la soirée. Pour moi, pardon ? Oui, dont on a parlé. Oui, dont on a parlé. Mais au moins, c'est argumenté. Et il s'est renseigné. Pour moi, il a tort. Pour moi, il n'a pas été creusé au fond du sujet, mais voilà, c'est une réponse pardon, qui se respecte dans le sens où voilà, elle n'est pas juste c'est mon opinion et basta. Il y a des arguments derrière et qui sont relativement sourcés. Donc c'est très bien à ce sens-là. Donc je me permets mais alors, il a raté quelque chose de fondamental, parce que moi j'ai discuté une demi-heure avec lui en privé, il veut rien entendre sur cette histoire de droit, et c'est ça qui fout son argumentaire en l'air, quoi. Je parle de ce que j'ai lu, Patrice. Non, mais moi je te dis, même quand ils écrivent, moi j'ai eu un sujet, j'ai fait un post dimanche qui est sans fin, mais j'argumente pendant des heures et des heures, mais non, les gens ils disent oui, mais mon œuvre est protégée. Donc à partir du moment où c'est la loi de bullshit, c'est-à-dire que tant que tu crois à ça, ça ne va pas plus loin, tu peux rien faire. Quoi. La loi de Brandolini, effectivement, tu peux, tant que les gens ne se renseignent pas correctement sur le sujet, effectivement, tu peux dire ce que tu veux, ils entendront rien. Ça sert à rien, tu dépenses trop d'énergie, tant que tu as quelqu'un en face qui est sûr que s'il dépose un truc, ça va être protégé, ou inversement. Je peux juste donner une réponse à Capou un peu plus globale. Je vois qu'elle a écrit donc autant investir dans du concret. En fait, à partir du moment où tu investis, faut que tu sois prêt à perdre de l'argent. C'est le principe de l'investissement. C'est un jeu, hein, l'investissement. Donc, que ça soit du concret, du pas concret. Moi, j'investis dans l'immobilier depuis quelques années. Si demain l'immobilier se pète la gueule, j'aurais perdu. Je pourrais pas pleurer. Enfin, j'ai pas le choix. C'est un jeu où il faut être prêt à perdre ce que tu investis. Ouais, donc déjà à la base, faut se renseigner, quoi. C'est ça. En fait, ça n'existe pas un investissement sûr à 100% où tu ne perds pas d'argent, ça n'existe pas. On appelle ça une arnaque. L'immobilier non, un investissement sûr. Un investissement sûr à 100%, oui, voilà. C'est une arnaque. C'est un peu ce que je voulais dire aussi un petit peu à la suite, donc je l'ai écrit. À ce jour, on voit Je te demande beaucoup ce soir. Hein. Ouais. À ce jour, on voit plusieurs réactions aux NFT. Ceux qui se sont renseignés
et qui sans être experts, suspendent leur jugement et disent juste attention, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, ils sont pas renseignés, ils sont pas experts, ils disent rien de plus. Ceux qui se sont renseignés suffisamment et critiquent les NFT, c'est un peu notre cas ce soir. Ceux qui ne se sont pas renseignés et suivent majoritairement le mouvement ou essayent de se renseigner, mais ça prend beaucoup de temps. On l'a vu, il y a quand même beaucoup de désinformation, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses. Et ceux qui sont pour les NFT, mais savent pas vraiment pourquoi, et disent ou répètent les bêtises des autres qui les ont convaincus. Non, pourquoi? On sait pourquoi ils sont pour les NFT. Ils y sont pour deux raisons. Soit parce qu'ils pensent que ça protège, soit parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent. Oui, et la deuxième est Et la ça plus aussi. probable. Et la deuxième est la plus probable parce que, encore une fois, Les gens on qui est m'habitent- une communauté qui n'a pas de thunes et si on peut gagner de l'argent, on ira pour pouvoir continuer à développer notre art. Et donc voilà. Logique. Exactement. on a du beurre dans les épinards. Pardon. Et C'est là, ce que t'as dit. là-dessus, je fais un parallèle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la chloroquine ou autre sujet dans le J'ai genre. entendu quelqu'un grasser des dents au moment où j'ai fait la métaphore, je suis désolé. Non, mais c'est moi. Ouais, parce que c'est un sujet. C'est C'est un gros pour, sujet en soi. Si vous ne savez pas, simplement une règle, ça vaut pour tout. Si vous ne savez pas, les gestes barrières contre la connerie virale, c'est j'en sais rien, je ferme ma bouche. Je peux pas vérifier, je partage pas. Si je Ouais, vois bah, du n'importe quoi, je réagis. Si J'ai je envie de te vois dire, le plus grave, c'est si on te demande d'investir d'argent ou si on te dit que tu vas gagner de l'argent, prends le temps de regarder avant. C'est ça. pas- aussi, c'est le même principe. C'est vrai, mais là, on parle d'argent, tu vois, et on parle de futurs drames pour certains. Hein. On parle. Il y en a pour qui On ça va parle coûter cher, d'argent, hein. on parle de santé, on parle de plein de choses en fait à la fois dans ce sujet-là. La connerie virale, il peut s'agir de chloroquine, de quoi que ce soit. Les platistes ou n'importe quoi, les sectes Comment fonctionnent ça? comme Arrête, ça. parce que tout le monde le sait que la Terre est plate. Merci Olive. Tu me fatigues avec ça. Hein. Donc La Terre est ronde. Non mais ça va. je vais répéter un principe de base, mais qui prend tout son sens depuis maintenant plus d'1 an sur toutes ces conneries qu'on voit et qu'on voit en plus prospérer depuis quelque temps sur le sujet qui nous intéresse parce qu'on est artiste et que les NFT sont principalement basés pour dirigés sur les artistes. Si vous ne savez pas suffisamment de quoi il s'agit, abstenez-vous. Abstenez-vous de dire des bêtises en finissant par mais je suis pas certain d'avoir tout à fait compris. Si vous savez pas, vous savez pas. Vous dites pas j'ai compris que mais je suis pas tout à fait sûr machin. Et on en a Ça, vu c'est dans n'importe quel domaine. La priorité, c'est de faire de la veille et de se chercher. n'importe quel domaine. Mais Non, mais Pardon. Je t'en prie. Vas-y. Non, je disais, ça demande une certaine réflexion et un certain oui. recul sur la Mais chose, comme- parce que comme tout, hein. j'ai discuté avec des gens qui étaient persuadés d'avoir des sources, mais parce que ça vient de un tel qui exerce C'est pour telle ça qu'il ne faut profession, jamais- tout de suite, ça place la vidéo ou l'article tout à l'heure, en source irréfutable. Et le gros problème, il est là avec tous les complotistes et compagnie. c'est que- Avec tous les domaines, c'est Il ne faut l'époque jamais- qui fait ça, c'est les C'est réseaux ça. sociaux qui Ouais. font ça, c'est Non, l'époque non, non, qui fait c'est ça, les c'est gens. Pas absolument forcément les réseaux, mais Non, quel non, que c'est soit pas les le- réseaux quel sociaux, que c'est soit les le gens. domaine, Ouais, quel les que gens. soit le domaine, il ne faut jamais, c'est la règle numéro 1 de toute façon de la fake news, hein. Il ne faut jamais se reposer sur une seule source. Hmm. Et Mais surtout, non. il faut que ta source soit elle-même sourcée. Il faut que C'est ça. ça soit une source sûre. Je vais rappeler ce que c'est une source, une réelle source. C'est quelque chose de vérifiable. Et Bah, Wikipédia n'est pas une source sûre, hein, je rappelle. Hein. Non, on est bien d'accord. Faites vos recherches sourcées, donc vous pouvez remonter à la source. Quand on vous dit une étude a prouvé que, l'étude, lisez-la. Voilà, lisez pas juste la page qu'on vous a envoyée, lisez l'étude. Après, pour revenir sur Wikipédia, il cite quand même une sacrée bonne bibliographie, donc tu peux Ouais, quand non, même alors aller après, vérifier. c'est parce que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, je voulais faire un tac. Ouais, et c'est pas une source sûre Wikipédia, surtout quand on a un débat avec quelqu'un et qu'on utilise juste une page pour un argumentaire. Comprendra qui pourra. Ah, mais je l'ai très bien compris, Olivier, y a pas de souci. Elle était facile celle-là. Je rigole. Et c'est dit. Alors, non, mais c'est très bien que t'en parles parce que justement, c'est très difficile aussi d'avoir des débats entre guillemets parce que on n'a pas forcément le temps.
ça prend du temps. Bah, En alors, fait, l'écrit Attends, aussi est laisse-moi difficile. finir, Liv. Pardon, vas-y. Ça prend vraiment beaucoup de temps de reprendre les sources, d'aller les chercher et d'aller les fournir à la personne qu'on a en face de soi. C'est pas forcément parce qu'on est en débat avec lui qu'on veut absolument gagner l'argumentaire. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps d'argumenter et surtout par écrit, c'est pas forcément évident. On dit pas forcément les choses parce qu'on n'a pas forcément le temps. On peut les écrire mal, on peut les comprendre mal aussi de la part de l'autre. C'est vraiment compliqué, donc ça prend du temps, tout simplement. Attention au langage, attention à l'écrit, parce que souvent ça peut porter à confusion. On peut comprendre vite de travers. Hein. C'est ça, et puis en fonction. CF, voir notre débat dans Détente de ce matin. Mais et au final, on est d'accord avec Olivier sur le sujet, en l'occurrence. C'était quoi le sujet d'ailleurs, merde? Que les hackers, c'est pas que des gens qui font des choses bien. Voilà, c'est un débat, c'est un débat à part entière et voilà, faut pas se fier à la sémantique, à la définition commune. Je pense qu'on a fait marrer ce matin, ça me va. Mais voilà, enfin voilà, on va pas revenir dessus, mais enfin on s'est très bien expliqué. T'as des questions sur quoi? Sur le débat de ce matin? Non, je m'en fous du débat de ce matin. Alors, sur les NFT. Il y a des trucs sur lesquels j'ai pas trouvé des réponses claires. Peut-être que Patrice et même toi pourra m'aider. Au bout, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de. Attends, j'attends Gala qu'elle finisse et on digresse un petit peu sur le sujet, mais effectivement c'est lié à tout ça. Je rappelle juste que je ne prétends pas avoir complètement raison. En l'état, rien n'indique qu'il s'agisse d'une solution miraculeuse entre guillemets sur les NFT. D'ailleurs, posez-vous la question, si vous avez la solution, c'est le cas de plein de vidéos qu'on voit sur YouTube, vous savez, les petites publicités qu'on voit avant de voir la vraie vidéo. Il y a plein de gens qui vous proposent de faire de l'argent, gagner de l'argent ou dépenser moins d'argent. Qu'est-ce qu'ils font sur YouTube si ce n'est vous vendre quelque chose? S'ils ont vraiment la solution, bah, ils ont la solution pour être millionnaires. Ils vont pas nous casser les couilles. Voilà. La solution, c'est le travail. Je vais résumer parce qu'il est déjà presque 23h. Ne soyons pas. Pardon. Je disais, je suis couché depuis 2 heures là, les gars, qu'est-ce que vous faites? Soyons pas des moutons, ne suivons pas le troupeau bêtement parce qu'un journaliste, un ami, un artiste, qu'il soit reconnu ou pas, il nous dit que c'est bien sans argumenter. La preuve avec notamment Beeple. Et je vais finir par contre par rapport à une note un peu. Petite angine? Non, mais il y a des choses les plus marrantes au monde. Mais si c'est pas filmé? Si. C'est filmé. Ah bah laisse tomber, non. Non, tu peux. Hein, tu peux t'exprimer, je couperai. Non. Mais je vais finir par une note positive et on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Et j'ai écrit ça comme ça. Cet événement aura cependant un impact intéressant. Il montre qu'il peut y avoir un marché de l'art favorable aux artistes si et seulement si les œuvres sont protégées, ce qui n'est pas le cas actuellement avec cette technologie. Comme la musique et la SACEM en France, je résume ça comme ça et pour faire une analogie, il faudrait pouvoir déposer une œuvre avant de la poster, identifier l'auteur, et une fois postée sur internet, elle serait reconnue par des algorithmes. Tu peux le faire à l'INPI, déposer une œuvre. Oui, mais pas la seconde partie de son argumentation. De façon un peu plus facile, comme ça semble être le cas avec les NFT, ça semble hyper facile, alors que l'INPI, c'est un peu plus compliqué. Pas si compliqué en vrai. Non, c'est une enveloppe. Non, mais démocratiser ce système-là. Ça coûte des sous. C'est le côté administratif, ça fait toujours un peu peur. C'est surtout la deuxième partie qui est intéressante. Voilà. Laissez-le finir. Pardon. Merci Mao. C'est pas évident cette soirée. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi. Une fois postée sur internet, elle serait reconnue par les algorithmes comme une œuvre entière ou un morceau de cette œuvre. Vous auriez donc la propriété intellectuelle complète sur les œuvres qui sont sur internet. Vous pourriez interdire ou accepter la diffusion de cette œuvre et réclamer des droits. Au bout d'une chanson, un bout de chanson est aujourd'hui détecté par les algos sur Shazam, YouTube, Facebook même, et vous notifie que vous n'en avez pas les droits. Je prends n'importe quelle musique, vous n'avez pas le droit de la passer sur YouTube ou sur Twitch. On vous reconnaît tout de suite en disant
toi, t'as pas payé, t'as pas les droits, c'est pas à toi. Alors pourquoi pas une image? Parce que c'est simplement la même chose techniquement, c'est une suite d'octets. Alors qu'on fasse la même chose pour les images que pour la musique, tout simplement. Ça, je trouve ça intéressant. C'est clair que pour moi, il y a un vide techno là qui pourrait. Voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas un vide, je vous copie bien, quoi. Hop. Ça existe déjà. Oui, voilà, il y a l'enveloppe solo, il y a le e-solo, etc. Voilà. Par contre, on n'est pas assez informé sur ça. Ça pourrait faire l'objet d'une soirée sur la défense des droits. Qu'on le démocratise tout simplement. Oui, mais est-ce que, comme j'ai dit, il y a ça, mais tu vois, genre sur YouTube, j'ai une connerie, dans une vidéo YouTube, tu passes où il y en a plein, tu vois, on en parlait avec Maxime la dernière fois, qui vont prendre des illus pour, genre, ils mettent des vidéos d'1h30 de musique, la chill, etc., ils mettent des illus dessus. On va faire des claims, mais c'est ce que font les gens dans ce cas-là. Ouais, ça marche pas toujours les claims. C'est ça. Non, moi j'en ai fait un qui a marché il y a très peu de temps, tu vois. Un mec, il a pris une vidéo des masterclass, il faisait de la pub dessus, tout. Enfin, il faisait de l'argent dessus, j'ai posé un claim, j'ai gagné, quoi. Bien sûr, non mais tu peux, mais je veux dire, t'as rien d'automatisé, tu vois, sur YouTube, t'as pas besoin de faire de claim, tu vois, je veux dire, tu mets la moindre musique. Ça viendra, chaque chose en son temps, la musique c'est arrivé tard aussi, YouTube ça a 10 ans, la musique ça fait 2 ans. Je suis pas d'accord, il y a un truc automatisé pour les auteurs sur YouTube. Pour les images? Non, pour les images, non. Mais non, pas les images, on parlait pas de la musique. Si tu postes ton image dans ta chaîne YouTube, t'as un truc qui s'appelle... il y a un truc de correspondance, je peux partager mon écran très rapidement, je peux vous montrer, mais moi j'ai accès à un truc de correspondance pour les vidéos. Quand t'as atteint un certain nombre d'abonnés, t'as ça, quoi. Ah oui, non mais voilà, quand t'as un certain nombre d'abonnés... C'est parce que t'as plus d'abonnés que nous, ça. Ouais, mais... c'est pas possible. Il en a plus que moi, je pense, Patrice. C'est juste pour vous montrer que ça existe. J'ai perdu le truc, j'ai peut-être pas vu, Où est-ce que je peux partager mon écran? Si tu fais partage d'écran, ça va mettre automatiquement. Directement dans Discord, oui. En bas à gauche, écran. Voilà, pardon. Hey, Coconito, on te voit. Bah oui. J'avais pas vu qu'il y avait ta caméra. Depuis tout à l'heure, si vous n'avez pas vu, je suis en train de jouer en même temps, donc je vous regarde pas. Non mais j'ai vu, tu joues à des jeux, toi, t'en as rien à foutre de ce qu'on dit en fait. Tout à l'heure. Et j'ai l'utilisation d'un pourcentage de la vidéo qui a été pris à un instant donné, et je peux directement cocher et demander une suppression, etc. Quoi. Ah, je l'ai pas, ça droit d'auteur, moi je l'ai pas. Alors attends, t'es dans quoi? T'es dans droit d'auteur. Ah oui, je suis dans regarder le stream, c'est bon. Ouais, mais ça c'est pour les parties vidéo, c'est pas pour les parties images. Ouais, mais si tu mets des images, c'est pareil, oui, mais faut que tu les aies déjà toi posté une première fois sur YouTube en fait. Exactement, si tu veux les protéger, faut les mettre quelque part. Non, alors que là, dans le cas, c'était plutôt, il disait, par exemple, Schmax, il a posté un truc sur ArtStation, il y a un mec qui l'a utilisé comme image de fond, tu vois. Ouais, mais ça, tu peux rien faire. ArtStation, c'est pas un truc qui va protéger tes droits, c'est pareil. Non, mais c'est bien, c'est pour ça qu'on dit, tu vois, si t'avais moyen, comme avec la musique, tu vois, la musique, ça fait, sur YouTube, ça fait pas des années, mais. Il faudrait qu'il y ait des majors. L'algo, il t'analyse tout. Moi, dès que je poste une vidéo, les musiques que je prends, elles sont genre free copyright, mais j'ai pas de monétiser. Je me prends des claims à chaque fois. Après, c'est pas monétisé, donc on s'en fout. Mais quand c'est monétisé, je peux te dire que ça fait chier. Non, mais voilà. Mais je veux dire, bon, tu fais rien dans les 10 secondes. Le truc, il est c'est bon. Même pas 10 secondes. Non, mais quand tu utilises une musique qui est pas libre de droit, c'est direct. Non, mais je suis pas en train de chercher le truc technique, là, je suis en train de dire juste l'exemple. Mais tu vois, si t'avais la même chose pour vraiment une image graphique, je veux dire ton paint ou quoi que ce soit, qui est transversal, tu vois, qui est pas juste parce que t'as posté une vidéo toi et t'as le Après, c'est compliqué. Encore une fois, je pense que ça dépend aussi du type de. Tu as quelqu'un qui met un son sur SoundCloud qui est pas connu, son son pourra être repompé sans problème. Bien sûr. Demain, quelqu'un qui va mettre une image d'un truc connu, il y a peut-être plus de chances que ça soit reconnu et que ça soit balancé, tu vois. Oui, parce que c'est déposé sur des organismes. Parce que c'est déposé et que c'est connu, c'est le même principe. Il faudrait un organisme sur lequel on puisse déposer des choses. C'est juste pour dire que, par exemple, INPI, tu le déposes, si c'est pas toi qui fais ta veille, totalement OSEF, tu vois. Mais c'est le même principe pour le mec qui est sur SoundCloud. Si on arrive sur une espèce d'automatisation là-dessus, ce serait là une belle avancée, bien plus que le NFT, c'est ça le fond du truc. Ouais, c'est vrai que c'est pas idiot ce que tu dis, parce que combien de fois on voit des artistes qui mettent des images qui se sont fait pomper. Là, j'avais vu Mathieu Loffray qui s'est fait pomper carrément une couverture, une illustration de bande dessinée sur sa série de pirates qui a servi pour une affiche de film en Inde, ou je sais pas trop où, et à qui il va clamer ça, quoi. On parle de Maxime, il s'est fait pomper une de ses illus qu'il avait fait pour DP School à l'époque par Huawei. Ça s'est retrouvé sur le site front page de Huawei, le chat. Ouais, mais là, tu connais quelqu'un, normalement, tu les appelles, ils vont pas laisser passer parce qu'ils vont être en mode shame, tu vois. C'est ce qu'il a fait, et là, c'est passé, tu vois. Mais une autre fois, j'avais trouvé, je regarde une vidéo YouTube, tu vois, la petite pub d'intro avant, c'était pour un jeu mobile chinois pourri, tu vois. Pareil, je connais cet illu. Avec tous les certificats du monde, tu peux rien faire là-dessus, tu pourras jamais. C'est ça. Mais bien sûr, tu peux rien faire. Mais c'est bien le problème. C'est justement ça.
tu peux, je veux dire, tu peux dépenser. Et à un moment donné aussi, enfin, pour avoir travaillé dans l'informatique sécuritaire et tout ce genre de trucs et du droit, il y a un moment donné où tu dépenses plus d'énergie et d'argent à vouloir protéger quelque chose. C'est clair. C'est bien pour ça que les gens en profitent, parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop d'énergie. À un moment, tu vas ça pour mon truc, on va pas chier. C'est tout un problème de je peux pas rentrer dans certains trucs, mais de la reproductibilité, parce que si tu crées une œuvre pour la mettre sur ArtStation, etc., c'est toi-même qui la démultiplie. Absolument. Si tu crées une œuvre, que tu ailles dans un musée et que tu la conserves et que tu es assez malin pour montrer en petit ou en petite taille et que pour la voir, il faut se déplacer ou faire quelque chose de spécial, c'est différent, quoi. C'est aussi. Bien sûr, c'est bien qu'on va pas le faire comme ça. Ouais, justement, il y avait. Je voulais poser une question parce qu'il y avait. J'étais approché par une boîte, je sais plus comment elle s'appelle, qui me proposait de prendre mes illustrations pour revendre des posters imprimés sur alu. Je sais pas, c'était Display. C'est Display. Il y a un gros problème avec Display. Tu crées un gros drama. Il y a pareil, il y a un gros problème de retard. Là, faut que tu vois avec Sylvain Sarah, il t'en parlera bien, lui, parce que lui, il s'est fait pomper la plupart de ses illus là-bas. Ah ouais. Ouais. Et il a fait des recours, hein, et pourtant, ils lui ont dit non. Parce qu'en fait, ils m'ont contacté pour me demander, oui, on aime vos illustrations, on voudrait les vendre, etc. Alors je dis, allez, ça sent l'arnaque, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais pas. C'est pas de l'arnaque, c'est juste qu'il y a une partie d'arnaque. C'est comme les gens qui vendent des trucs déjà sous licence sur Redbubble, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est quoi leur principe? Il y a toujours une dérive. Il y a une dérive. Et en fait, ils font du business sur tes créations, quoi. C'est tout. Oui. Et Quand t'as une vente de fête, ils prennent leur com. Ah bah oui, clairement. Juste ça. C'est juste Ouais, ça. pas une petite, hein. Non, c'est clair. C'est une grosse. Je vais demander quand même aux gens comme Fuzz, Glub, Mehdi, s'ils ont des questions à poser, parce que... Moi, j'en ai une. Oui, tout le monde, mais voilà, parce que c'est une soirée qui est quand même difficilement animable. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de... C'est bien. C'est vraiment pas évident. C'est un sujet qui est complexe et comment dire, qui fait appel à beaucoup de choses, que ce soit les crypto-monnaies. Donc on digresse très très vite. Et voilà. Je voudrais pas que les Grèce. je voudrais pas que ça y ait des gens qui se posent trop de questions à la suite de la soirée. Le but c'est d'y répondre au maximum. Je pense que vous avez quand même bien fait le tour de la question. C'était hyper cool, c'était hyper intéressant. Oui, après, j'ai évité de participer parce que c'était déjà bien animé. Il y avait des questions aussi de responsabilité éthique qu'on aurait pu soulever. On aurait pu parler tellement de trucs, mais je pense qu'au niveau de ce qui était un NFT et ce que ça pouvait générer comme problème, c'était plutôt clair. Oui, il y a un truc qui me reste, parce qu'on a parlé hier, je crois, avec Ghana, et c'est vrai que je me suis posé la question à ce moment-là. J'avais pas trop réfléchi au truc, et là, Patrice, Olivier, ou peut-être même Ghana, vous allez peut-être pouvoir me rééclairer là-dessus, parce que j'ai pas réussi à avoir vraiment un truc net. Admettons, j'ai vendu, j'ai des Ethers là sur mon compte, je veux les échanger contre des euros, admettons. Donc, de ce que j'ai compris, donc j'ai regardé, je vois qu'il y a Coinbase, machin, il y a quelques sites qui permettent de faire ça. A priori tout à fait officiel, hein, sans problème, mais a priori c'est pareil, c'est un espèce de claim que tu fais. Il n'y a pas une banque derrière qui te donne des dollars ou des euros, c'est-à-dire que tu fais une offre pour récupérer des dollars, et c'est quelqu'un d'autre qui injecte des dollars dans le circuit et que tu récupères. Et là on est encore dans du blanchiment, c'est ça, on est d'accord. Ils servent de tampon. Coinbase, ils vont te l'acheter. Ils vont te l'acheter à un prix beaucoup plus court que ce qu'ils vont le revendre eux entre temps, quoi. C'est tout, quoi. C'est juste un intermédiaire, ils te rachètent tes trucs avec du vrai fric. Voilà. Ok, d'accord, parce que j'avais l'impression que c'était un peu tant que t'avais pas un mec de l'autre côté ou des mecs qui avaient genre validé ton option. Non, en fait c'est l'entreprise de Coinbase qui te rachète ton truc. Ok. Donc fondamentalement c'est instantané, quoi. C'est direct. Okay, voilà, et du coup tu perds beaucoup parce que t'as cet intermédiaire, tu vois. Voilà, t'as les 20% que je te disais tout à l'heure que j'ai perdu. Oui, c'est ça. Mais t'es obligé de toute façon de passer par ces mecs-là. Donc ah bah oui. Kraken, Coinbase, etc. Là, fondamentalement, on parle de crypto-monnaie. Si vous voulez, alors, je voudrais juste arrêter l'enregistrement de la vidéo. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou j'arrête la vidéo et puis on parle sur le sujet des crypto-monnaies? Moi, je suis pas tardé à aller manger quand même parce que j'ai quand même la dalle. Hein. J'ai mes petits pois qui m'attendent. Il y a un truc qui m'a fait rebondir à un moment et je vous ai dit je vais te montrer. Ah ouais non, je vous montrerai un truc mais quand ça sera plus enregistré, juste un truc. Ah bah j'arrête. Ce teasing. Non, il est fort, très fort.